je suis de Grigny. Grigny 2, Oui, voilà. c'est vous dire. Oui, je vois. Voilà, donc mes copains, ils sont soit morts, soit en tôle. Bienvenue sur VA+. Pour ceux qui sont de passage, n'hésitez pas à vous abonner. Aujourd'hui, deux intervenants de qualité pour débattre du sujet de la sécurité sur VA+. Alors, je vais vous présenter tous les deux. Pour commencer, à ma droite, Thomas Guénolé, politologue et intellectuel de gauche. Vous êtes aussi l'auteur du livre noir de la mondialisation. En fait, il y a une partie de la population qui pense juste qu'il y a trop d'Arabes dans ce pays. Sauf que la majorité des Maghrébins, à l'heure où on parle, ne sont pas des immigrés. Alain Boer, à ma gauche, professeur de criminologie. Vous avez conseillé Michel Rocard. Vous avez été de nombreuses fois décoré, Légion d'honneur, Ordre national du mérite, Palmes académiques ou encore Mérite agricole. Nous vous avons réunis tous les deux aujourd'hui pour parler du sujet de la sécurité, qui est un sujet qui occupe le devant de la scène, qui nourrit les programmes des candidats et qui surtout dessine une sorte de fracture entre d'une part ceux qui pensent qu'il y a une montée de l'insécurité, qui est réelle, et ceux qui au contraire, je dirais, assurent que l'insécurité c'est pas tant qu'elle augmente, mais c'est plus la représentation médiatique et politique qui en effet qui augmente. Et je dirais que cette ligne est souvent associée à la droite et à la gauche, mais c'est pas le cas puisque vous êtes deux hommes de gauche et que vous avez différentes manières de penser. Donc pour commencer, on va peut-être parler de ce qui s'est passé ce week-end. Donc nous sommes le 6 décembre. Et ce week-end, il y a eu deux meetings, donc hier dimanche 5 décembre, l'un avec autour de Jean-Luc Mélenchon à Paris, et l'autre autour d'Éric Zemmour à Villepinte. Il y a eu de nombreuses violences en marge du meeting d'Éric Zemmour, avec une soixantaine d'interpellations tout au long de la journée. Alors je voudrais vous demander d'abord peut-être pourquoi ce soudain regain de violence autour des meetings politiques, et pourquoi seulement à droite autour du meeting d'Éric Zemmour, et pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu de pareilles violences autour du meeting de Jean-Luc Mélenchon. Alors peut-être Thomas Guénolé, si vous voulez commencer, je vous en prie. Oui, alors moi ça appelle pour moi plusieurs éléments de réflexion. D'abord, qu'est-ce qui s'est passé lors du meeting d'Éric Zemmour ? Il y a des activistes de SOS Racisme qui ont participé dans le public et ils se sont mis à scander des slogans contre Éric Zemmour, notamment des choses du genre non au fascisme. Et donc, ils se sont fait prendre à partie assez rapidement par des militants en faveur d'Éric Zemmour, comptant parmi les militants les plus extrémistes dans la nébuleuse de ceux qui soutiennent Éric Zemmour. Donc on peut même parler de quelque chose de plus que de l'extrême droite, on pourrait peut-être qualifier ça d'ultra droite, je ne sais pas exactement comment le qualifier, mais en tout cas ce sont des gens qui aiment bien la baston. Et une bagarre a commencé dans laquelle les militants de SOS Racisme ne s'attendaient peut-être pas à ce que ça devienne physique. Il y en a une qui a déclaré récemment, on s'attendait à être pris à partie, on ne s'attendait pas à finir au sol en sang. Donc ça c'est qu'est-ce qui s'est passé du côté d'Éric Zemmour. Du côté de Jean-Luc Mélenchon, pourquoi il n'y a pas d'incident du même ordre, puisque c'est ça la question que vous posez. À mon avis, puisque je les ai fréquentés à une époque, à mon avis c'est entre autres raisons parce qu'ils ont un service d'ordre très très efficace, c'est-à-dire que si vous essayez de faire un incident dans un cortège ou un meeting de Jean-Luc Mélenchon, vous allez assez rapidement être neutralisé par le SO, ce qui est en fait la continuation d'une tradition dans la gauche anti-système qui existait aussi à la grande époque du PCF ou de la CGT, qui n'existe plus vraiment là-dedans, mais qui a été repris dans ce que j'appelle la maison Mélenchon. Cela étant, moi je voudrais relativiser ces choses-là, je ne dis pas que c'est sans importance, il y a des gens qui se sont fait casser la gueule concrètement, mais des jeunes en plus, mais si on place ça dans une perspective historique par rapport à ce que les militants d'extrême gauche et d'extrême droite se mettaient sur la gueule à l'époque de mai 68, tout ça c'est peanuts, puisque c'était normal dans les années, à l'époque de mai 68, de se cogner dessus à coups de matraques télescopiques et compagnie, voire barres de fer, tout ce que vous voulez, entre des gens qui étaient plus la cause du peuple et puis des gens qui étaient plus Occident ou Ordre Nouveau, ça dépend à quelle époque on parle. Voilà, moi c'est ça que ça m'a... Donc voilà, faut pas non plus surinterpréter ces choses-là, on n'en est pas à des bastons de rue de Berlin des années 30, je veux dire, c'est pas sérieux si on commence à fantasmer là-dessus. D'accord, moi juste dans la question, je pensais aussi aux 60 personnes qui avaient été arrêtées en marge, à l'extérieur, avec notamment des cocktails Molotov, des gels acides, etc. Voilà, vous voyez, un peu en dehors aussi de la salle. Qu'est-ce que vous voulez répondre à la Boer là-dessus Répondre pas grand-chose, parce qu'on n'est pas... Non, je crois qu'il y a deux problèmes. D'abord, il y a une amateurisation généralisée
à la fois de la capacité à manifester, on a vu ça avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire des amateurs de la manifestation ont rencontré des amateurs du maintien de l'ordre, ce qui a provoqué de très nombreux incidents et de nombreux PC. Et on a la même chose dans ce qui n'est pas la relation avec l'appareil d'État, mais dans la relation avec la vie sociale et politique. C'est-à-dire que la plupart de ceux qui ont milité dans des organisations de jeunesse, et un peu avant cette émission, on vérifiait nos dates de naissance avec Thomas Guénolé pour savoir si on avait connu telle ou telle connu. chose, absolument. Et en fait, on était au moment où il y avait une pacification de la relation politique, c'est-à-dire que on s'engueulait, on distribuait des tracts, Vous parlez de quelle époque là Dans les années 80, la fin des années 80. Moi j'avais 20 ans en gros, moi j'avais 18-20 ans en l'an 2000 et vous aviez 18-20 ans en 1980. C'est ça. Si on résume. Et on a vécu la pacification de cette relation, alors que nos immédiats aînés, comparativement, qui avaient 5-10 ans de plus que nous racontaient des bastons à coups de barre de fer avec des blessés graves, enfin des choses qui ressemblaient à la fin du monde. Donc le militantisme politique s'étant extraordinairement pacifié et apaisé, le retour à la violence, alors n'importe quelle violence, je veux dire, parce que là on a des blessés qui se sont fait bastonner, battus, mais personne n'est aux urgences jusqu'au bout. Donc c'est assez important. Deuxièmement, il y a eu plusieurs types d'incidents. D'abord, il y a les incidents qui ont expliqué pourquoi, pour éviter ce type d'incident, on est passé du Zénith à Villepinte. C'était une tentative d'évitement. La tentative d'évitement n'empêche ni la provocation, ni la manifestation. Et donc, des individus ont essayé de perturber la manifestation autour de la manifestation et ils ont été interpellés à titre préventif par les forces de l'ordre. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on trouve ça très bien, alors que dans les manifestations de rue traditionnelles, on dit c'est pas bien, c'est anticonstitutionnel et antidémocratique. Alors qu'en fait, ça vise à éviter justement plus de violence. Mais c'est un problème, justement, cette gestion par anticipation. Le deuxième élément, c'est l'agression dont a été victime Éric Zemmour. C'est-à-dire qu'il y a un problème là, dans la compétence et la capacité du service d'ordre à empêcher ce type d'agression contre le candidat. Alors, il y en a qui se font enfariner, il y en a d'autres qui prennent des baffes, pas seulement le président de la République. Il y a un enjeu aujourd'hui de reprofessionnalisation de ce qu'est un métier, c'est-à-dire éviter Bertrand Delanoë, le coup de couteau, enfin je veux dire, on peut en prendre un certain nombre. Et il y a un retour limité mais réel à la violence en politique. C'est pas de la violence politique, c'est de la violence en politique. Et puis le troisième élément, c'est le fait qu'effectivement, les derniers des professionnels arrivent à bien gérer leurs manifestations politiques, surtout quand elles sont moins clivantes. Alors, il arrive à Jean-Luc Mélenchon d'être clivant, que les choses soient claires. Mais quand on est moins clivant que celui qui est plus clivant, il y a un attrait naturel pour aller à l'affrontement, là où il y a le plus une sorte d'aimantation de l'affrontement. Et donc, le meeting d'Éric Zemmour, la mise en route de la campagne d'Éric Zemmour, les thèmes de la campagne d'Éric Zemmour, le clip d'Éric Zemmour, bref, ce processus général qui amène à rassembler autour de lui ce que j'appelle la ragosphère, tous les gens qui ont quelque chose à reprocher au système, ont amené mécaniquement à attirer plus de gens là qu'ils n'auraient pu en attirer ailleurs. Je ne dis pas c'est Jean-Luc Mélenchon en particulier, mais voilà, ceci dit, ce qu'on a vécu là, il y a 10 ans, c'était un meeting de Jean-Marie Le Pen, qui provoquait à peu près les mêmes effets. Donc, je veux dire par là qu'on a plusieurs phénomènes en même temps. La société est plus clivante, elle est plus énervée, elle est plus enragée, elle est plus violente, et par ailleurs, on lui offre des espaces de défoulement pas très démocratiques, mais qui justifient ça. Et puis, évidemment, tout le monde profite du buzz général, les uns pour montrer qu'ils ont bien tapé, les autres qu'ils ont bien lutté contre le racisme, le fascisme, l'antisémitisme ou quels que soient les autres sujets. Mais il y a une interrogation à avoir quand même en général sur la résurrection des services d'ordre. Car le service d'ordre est une sorte de police auxiliaire, puisqu'on n'entre pas dans les meetings politiques, à part les renseignements généraux pour noter tout ce qui était là et ce qui s'y est dit, mais on n'y maintient pas l'ordre. L'ordre est un peu anachronique, vous en conviendrez, c'est complètement anachronique. On est d'accord. L'ordre, il est subdélégué aux organisateurs, comme dans les organisateurs de manifs. D'ailleurs, un des débats les plus curieux avec les Gilets jaunes, c'est où est votre service d'ordre pardon, qui, quoi, que, quoi mais on vient manifester. Voilà, il se passe ça quand même. Hein. Alors là, en l'occurrence, au meeting d'Éric Zemmour, il y avait énormément de dispositifs de policiers qui étaient mis quand même à l'extérieur. Oui, mais pas dedans. À l'intérieur, je ne suis pas sûr que vous ayez le droit de mettre de... Ben non, c'est ce que je viens de vous dire. Oui, c'est ça. Oui. Et donc c'est la responsabilité mais de leur service d'ordre. Mais quand il n'y avait pas de policiers et qu'il n'y a pas encore de vrai service d'ordre chez Éric Zemmour, la démonstration en a été faite. Ça fait plusieurs mois que ça a été développé à l'intérieur. Vous ne m'écoutez pas. C'est pas parce que vous avez une idée qu'elle devient la vérité.
Ce que je viens de vous dire, c'est que l'agression dont il a été victime montre la défaillance du service d'ordre. Et là, vous ne pouvez pas me dire le contraire parce que c'est lui qui en a été victime. Donc, un service d'ordre, ça évite la défaillance, ça prévoit la défaillance. Ça ne regarde pas le candidat, ça regarde dehors le candidat. Ça gère une entrée dans des conditions qui sont différentes. Et évidemment, ça ne peut pas gérer tout. Mais il y a un problème dans la professionnalisation. Et dans un message, si je peux me permettre, dans un message de retour à l'ordre, non, je vous en prie, dans un message du candidat, l'un des principaux messages du candidat, c'est le retour à l'ordre, la lutte contre l'insécurité, réelle ou fantasmée, on va y venir. Mais, si vous voulez, ça fait désordre, justement, sans mauvais jeu de mots, quand le candidat lui-même se fait alpaguer par quelqu'un, un agitateur, un activiste, manifestement, parce que son propre service d'ordre, du candidat qui veut être le candidat de l'ordre, n'a pas été au niveau. Donc il y a un souci là-dessus, en termes de crédibilité du candidat sur son propre message fondamental, du fait de son propre service d'ordre. Donc là-dessus, il y a quelque chose, si vous me passez l'expression, sans vouloir être trivial, il y a quelque chose qui déconne complètement au niveau de l'organisation générale du candidat, mais c'est normal, hein, on ne s'improvise pas candidat à la présidentielle, c'est un débutant en tant que candidat, c'est un écrivain depuis plusieurs années, c'est un chroniqueur depuis plusieurs années, mais c'est un candidat récent, et ça, on ne s'improvise pas. Et il ne dispose pas du service d'ordre du principal parti ayant les mêmes idées ou ayant des idées proches, qui reste fidèle à la candidate. Donc, en fait, il doit tout construire. Et cette construction, c'est pas juste « bonjour, je m'occupe du service d'ordre ». J'ajoute un point juste par rapport à ce que vous disiez sur les différents éléments, parce que j'en ai apporté plusieurs, vous en avez apporté plusieurs. Je pense qu'on peut rajouter, si vous en conviendrez, la question de la visibilité médiatique beaucoup plus forte aujourd'hui du moindre incident. C'est-à-dire qu'avant qu'on ait les chaînes info en continu, il n'y avait pas de couverture médiatique pareille de ce genre de choses. Et donc, il faut imaginer si on avait eu les chaînes info pour couvrir les meetings ou les collages d'affiches fin des années 60, début des années 70, vous auriez eu l'impression, en regardant les programmes télévisés de l'ERTF, que la vie politique française était à feu et à sang. C'est juste qu'on n'en parlait pas à l'époque et qu'on s'en foutait, en réalité. C'est une parfaite transition. Alors justement, du coup, ça c'est un peu votre thème à vous, c'est de dire que finalement, si aujourd'hui, on a une telle visibilité de l'insécurité, puisque finalement, vous croyez plus à cette visibilité de l'insécurité qu'une montée de l'insécurité réelle, pour vous, c'est justement parce que donc, les médias concentrent leur attention sur cette insécurité et donc créent une espèce de sentiment d'insécurité, même si vous n'aimez pas ce terme. Est-ce que vous pouvez un peu nous expliquer quelle est votre pensée là-dessus, et après on laissera l'Amboire. Alors, je vais essayer d'être synthétique et puis ensuite on rentrera dans le détail si vous le souhaitez au fil de la discussion. Je précise d'emblée que je fais très attention à ne pas employer un mot pour un autre et que j'emploie délibérément tel mot et pas tel autre. C'est important par rapport à la discussion qu'on va avoir. Donc d'abord, je ne dis pas que l'insécurité est en baisse, ou je ne conteste pas qu'elle pourrait augmenter selon ce dont on parle. Ce que je dis, c'est qu'elle est faible. Une insécurité, elle peut être faible et être en train de monter. Ce n'est pas contradictoire. Vous me suivez ? D'accord. Donc je m'empresse déjà de préciser ça. Moi, ce que je dis, c'est que l'insécurité réelle est très faible en France, et je vais m'efforcer de vous le démontrer. Déjà, les morts de policiers et de gendarmes, dans l'exercice de leurs fonctions, elles sont rarissimes. C'est environ 20 par an. Sur 250 000 agents, ça fait 0,008%. Je vous donne les sources si vous voulez. Je ne vais pas vous les donner là à chaque fois pour ne pas être lourdingue dans l'expression, mais voilà, c'est environ 20 par an. Les homicides sont rares aussi. C'est moins de 900 par an. Pour une population de 67 millions d'habitants, ça veut dire que c'est une source de décès qui représente 0,0013% de la population française. Donc c'est très rare de se faire descendre en France, en clair. Notre taux d'homicide, c'est-à-dire si on rapporte le nombre de gens qui se font tuer à notre population et qu'on compare à d'autres pays, pour comparer ce qui est comparable, il faut rapporter à la population, vous en serez d'accord, eh bien on est en fait dans la norme, c'est-à-dire qu'on a le taux d'homicide qui correspond à celui du Canada, à celui de l'Allemagne, etc. À titre de comparaison, le taux d'homicide du Brésil, rapporté à sa population, il est 20 fois plus élevé qu'en France et vous avez 60 000 personnes qui se font descendre chaque année au Brésil. Là, on peut parler d'un problème de criminalité énorme au Brésil. En France, si on parle des homicides, non. Je veux dire, c'est une tragédie, c'est une catastrophe pour les survivants des victimes, les gens qui les aimaient, etc. Mais comparativement, on n'est pas dans une insécurité par homicide qui serait élevée en France. Même la délinquance est rare en France. Si vous regardez les enquêtes de victimation de l'INSEE, c'est-à-dire l'INSEE interroge donc sur la méthode des enquêtes quantitatives, est-ce que vous, personnellement, vous avez été victime de vol, de cambriolage, etc. Vous avez 97% des foyers français qui vous disent que ces dernières années, non, j'ai été victime ni d'un vol, ni d'un cambriolage. 97%, ça veut dire que la quasi-totalité de la population française ne subit pas, pour son propre foyer, d'insécurité. Mais on a quand même peur.
Alors, il y a une thèse qui a été développée à gauche, c'était surtout il y a une trentaine d'années qu'on entendait beaucoup, qui était oui, c'est un sentiment d'insécurité. Vous l'évoquiez tout à l'heure, je n'aime pas cette expression, je ne l'aime pas du tout, parce qu'elle fait peser sur la population française une sorte de culpabilité de fantasmer des choses qui n'existeraient pas. Je n'aime pas cette expression, je pense que ce n'est pas un sentiment d'insécurité. Les Français n'ont pas imaginé tout seuls, par fantasme paranoïaque, ce qui les amène à avoir peur de l'insécurité. Le problème, c'est l'effet de loupe médiatique, c'est-à-dire la surmédiatisation des faits divers. Donc l'insécurité en France, elle est rare, mais l'insécurité à la télé, elle est omniprésente. Et alors juste pour bien comprendre, parce que les médias n'ont pas été inventés du jour au lendemain, quand vous dites cet effet de loupe, donc c'est quoi? C'est les chaînes d'infos en continu? Ça a commencé les chaînes, le système d'information audiovisuelle français, depuis qu'il existe, il a toujours parlé des faits divers. Avant ça, la presse écrite en parlait beaucoup. Gérard Noiriel, d'ailleurs, évoque ça, la fait diversification de l'actualité, déjà au 19e. Mais si on parle des JT, il y a eu une montée en flèche du problème dans la décennie des années 2000, où le nombre de sujets sur l'insécurité dans ces années-là a doublé. Et à l'heure où je vous parle, on est à 5 sujets sur l'insécurité par jour. D'accord. Tous les jours, en prenant l'ensemble des JT. Donc, c'est là ce que je voulais dire. Par contre, il y a une catégorie sur laquelle je ne conteste pas qu'on ait un problème massif. Il y en a d'autres, mais je voudrais citer celle-là. On a en France un énorme problème d'agressivité et d'insulte. Ça, c'est vrai. Et ça participe aussi. Il n'y a pas que l'omniprésence des faits divers à la télé qui donne l'impression, l'illusion à tort qu'on aurait une insécurité massive. Il y a aussi le fait que chaque année, vous avez 5 millions de victimes d'injures et d'insultes. Ça veut dire à peu près 10% de la population adulte, et il y en a 60% à qui ça arrive plusieurs fois dans l'année. Et donc, je comprends personnellement que quand on se fait insulter et de manière très agressive plusieurs fois dans l'année, on se sent en insécurité, alors que l'insulte n'est pas la même chose qu'un cambriolage ou un viol. Vous en conviendrez. Voilà donc en gros pour le portrait. Donc l'insécurité réelle est faible, l'insécurité médiatisée est omniprésente, oui. Très bien. Bon, Monsieur Boer, si vous voulez répondre là-dessus, alors pour vous, l'insécurité, est-ce que ça augmente? Est-ce qu'il y a un effet de loupe effectivement médiatique? Est-ce que les incivilités font partie de l'insécurité ou non? Comment vous voyez les choses? Alors, comme Thomas Guénolé, j'aime bien la précision des mots, c'est le côté scientifique ou académique, on verra comme on veut. Donc, évidemment, c'est plus compliqué de faire ça en faisant un long tunnel explicatif que 8 secondes à la télé ou un SMS. Mais on va dire les choses de la manière suivante. D'abord, moi, je ne sais pas ce que c'est que l'insécurité, parce que c'est un mot qui n'est pas défini. Donc, j'ai un premier problème, c'est que moi, je ne sais pas. Donc, je me retranche vers ce que je sais, ensuite ce que je cherche, et à la fin, je vais dire ce que je crois. Mais ce que je crois, c'est juste moi qui le crois. Ce n'est pas une vérité. Alors, d'abord, on n'a pas beaucoup d'éléments de calcul. C'est un des gros problèmes. C'est-à-dire que ce qu'on sait faire depuis 1539, Édith Villers-Cotterêts, c'est calculer les morts. C'est la seule chose qu'on sait faire. D'abord, depuis qu'on a un état civil, on connaît les vivants, les naissances et les morts. On enlève les périodes de guerre, pour des raisons de biais statistiques évidents. Et il nous reste des moments où on a des flux d'homicides. Ça, c'est assez facile. On est passé de 350 à 400 homicides pour 100 000 habitants à moins de 2. Donc on peut même expliquer que jamais on ne s'est senti autant en sécurité. Je suis d'accord. Par manque d'homicides. Mais par contre, dès qu'on regarde de manière plus attentive les cycles, et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que quand on a un cycle qui s'effondre, et puis qu'il y a une remontée, ce qui compte, c'est la remontée. C'est comme les trains qui n'arrivent pas à l'heure. C'est ceux dont on parle. Les trains qui arrivent à l'heure, tout le monde s'en fout. Et donc, vous avez eu un cycle qui a connu des mouvements assez intéressants, et ça va revenir à expliquer le moment. D'où l'importance, vous voyez, on a commencé par là, de faire la différence entre monter ou baisser et être faible ou élevé. Vous voyez, c'est pas la même discussion. Et donc, là-dessus, vous êtes d'accord là, on est d'accord avec les faits. Pas de sujet. Dans les cycles, vous avez une très forte baisse de l'ensemble des phénomènes criminels entre 1950 et 1970. Puis une augmentation massive des contraventions automobiles et des chèques sans provision. Ça, c'est les 30 glorieuses. Ce sont des délits. Ce sont des délits. Ce ne sont pas des contraventions, ce ne sont pas des incivilités. Et là, vous avez une explosion. On passe de quelques centaines de milliers de faits, 2 millions maxi, à 12 millions. 12 millions.
Que fait le gouvernement en 1972 ? Il se pose la question de savoir comment on va traiter cette masse invraisemblable. Qui n'est pas une augmentation du comportement délinquant des Français, c'est juste qu'il y a plus de gens qui ont des voitures. C'est un comportement délinquant. Oui, mais c'est juste que ça s'explique par le fait qu'ils ont plus de voitures. Justifié par le plus de voitures et plus de comptes en banque et plus de crédit à la consommation. Exactement. Mais ça crée de la délinquance. Une délinquance invisible qui ne fait pas de victime. La victime, c'est la banque ou le stationnement ou la vitesse. Voilà. Mais il y a un problème. Et une très forte mortalité routière. Le gouvernement prend donc une position assez simple. Il va décriminaliser, dépénaliser et contraventionnaliser, pointiser, créer les permis à points et créer des commissions de surendettement et des commissions et des interdits bancaires. Il va résoudre son problème. Pendant ce temps-là, la criminalité ordinaire, celle qu'on calcule, passe de 2 à 4 millions de faits. Et là, on dirait, bon, c'est pas grave si c'est que du stationnement. Sauf que là, il se passe un événement à l'intérieur de ce phénomène. Vous parlez de criminalité, on est bien d'accord ? C'est criminalité, délinquance, contravention, c'est tout ce qui est prévu par le code pénal. Vous prenez tout ça, d'accord. Ouais. Je me disais aussi, d'accord. C'est pas que les crimes. C'est ça, on est d'accord. C'est la criminalité. C'est pour être sûr. Oui, vous avez raison. Et donc, dans ce moment-là, vous voyez soudain un événement inattendu, c'est qu'on est à moins de 100 000 personnes victimes d'une agression physique jusqu'à 1990. Et ça passe rapidement à près de 500 000. Ça, c'est une curiosité, parce que c'est un accident statistique majeur et stable, exponentiel dans sa progression. Est-ce qu'on a changé la manière de compter ? Non. Non, on est d'accord. Même pas. Non, c'est le même. Elle est aussi mauvaise, entendons-nous bien. Le système statistique est partiel, parcellaire et partial, mais c'est le même. Bah oui, voilà. Donc c'est pas ça. Donc il y a forcément un élément. Oui, il se passe quelque chose. Il se passe quoi ? C'est que les dispositifs, les assureurs, en ont marre de payer pour les cambriolages et pour les vols de véhicules. Il crée donc des dispositifs de prévention situationnelle qui améliorent considérablement le vol d'autoradio, le vol de véhicules, NEMAN, NFA2P, coupe-circuit, autoradio non extractible. Ça devient beaucoup plus difficile. Et donc il y a un transfert des atteintes aux biens vers les atteintes aux personnes. Pourquoi ? Comme je ne peux plus piquer la bagnole, je vais piquer le portable. Ouais. Et le distributeur automatique de billets. La différence, c'est qu'il faut que vous soyez présent. Donc les agressions sur les personnes augmentent. Physiques pour atteindre les biens. Les victimes ne sont juste que c'est bête qu'ils soient là, quoi. Et on pourrait interpréter ça à tort comme une remontée en soi. À tort pas. Il y a quand même une victime physique. Oui. Mais on quadruple. On quintuple. Mais ce n'est pas une augmentation de la violence pour la violence. C'est la violence pour les biens. C'est pour les biens. C'est toujours pour les biens. Ce phénomène de transfert est invisible. Et il n'est pas voulu par l'État comme une décision politique. Ce n'est pas une décision pénale. Ce sont les assureurs qui prennent cette décision tout seuls. Parce que entre la prime et le dommage, il y a la franchise. Et pour eux, ils ont décidé qu'ils en ont marre de payer pour ça. Et donc, ils poussent une partie des petits délinquants ordinaires, invisibles jusque-là, et qui ne faisaient pas de victime. La victime, elle était spectatrice de son cambriolage ou du vol de sa voiture. C'était désagréable, mais on n'avait rien subi. À devenir des acteurs de leur propre victimation. Et c'est un des phénomènes les plus intéressants, c'est que dans la victimation, il se passe un double phénomène. D'abord, il y a du stress post-traumatique, qu'on ait résisté ou pas, qu'on ait pris une baffe ou pas, que la confrontation ait juste été la surprise du vol, qu'on ait été traîné 15 mètres en ne lâchant pas son sac, etc. Ça change l'ensemble du profil psychologique et du coup de la demande de la société vis-à-vis de l'État. Car en France, l'État a décidé qu'il avait le monopole de la sécurité. Donc, il est responsable de l'offre de sécurité. Or, l'État, qu'est-ce qu'il fait ? Pour lui, il ne s'occupe pas des voitures et des maisons. Ce n'est pas son sujet. Il ne fait pas des alarmes et des serrures. Il intervient sur la voie publique. Pas de chance, justement, c'est sur la voie publique que le transfert a lieu. Et la transformation, l'augmentation par 5, alors je précise, en 10 ans, ça fait 5 millions de victimes physiques. Alors évidemment, il y en a qui sont plusieurs fois victimes, voilà, je précise. Mais grosso modo, ça fait 5 millions de victimes physiques entre 1994 et 2000 de ça. Et si on veut chercher une partie de l'explication... millions, en toute rigueur, 5 millions de cas, mais je vous suis. Oui, de cas, je ne dis pas de personnes. Je ne vais pas pinailler. Non, mais il y en a qui sont plusieurs fois victimes. Probablement. Mais c'est marginal, malheureusement. La plurivictimation, enfin, malheureusement, heureusement en fait. La plurivictimation n'atteint pas des degrés très importants. Okay. Et si on cherche des explications sur ce qui se passe en 2002 par rapport à la question de la sécurité, c'est que la fait diversification papivoise, etc., elle n'atteint son objectif que parce qu'il y a un terreau fertile. S'il n'y avait pas le terreau de la victimation physique massive des gens, ça serait bien. Et deuxièmement, parce qu'il y a un changement... Donc si je vous suis, le changement de politique des assureurs
à favoriser par défaut le fait que Le Pen soit au second tour. Oui, c'est un effet pervers. Oui, c'est un des effets pervers. J'entends bien, mais c'est une chaîne causale inattendue. C'est une chaîne causale inattendue. Et le deuxième, c'est que du coup, il y a une question qui va se poser de manière qualitative. C'est qu'avant, la victimation, c'est quand on veut s'identifier à la victime. Je peux m'identifier à une victime en tant que telle. Là, la victimation, c'est j'ai une carte de crédit et j'ai un téléphone portable. C'est pour la première fois qu'on a une victimation collective. Je n'ai pas besoin de m'identifier à M. Guénolé, M. Bucco ou qui que ce soit. Je peux m'identifier à n'importe quelle victime d'un vol de téléphone portable ou d'un vol au distributeur de billets. Et cette transformation-là, elle crée une demande sociale incroyable à laquelle l'État répond par ce qu'il sait faire le mieux. Négation, minoration, éjection. En français courant, c'est pas vrai. Deuxièmement, c'est pas grave. Et troisièmement, c'est pas de ma faute. Ce qui fait que, du coup, qui on croit? Je peux en rajouter un quatrième? Oui, bien sûr. Et on va faire une loi. Oui, par ailleurs. Ça, c'est quand même le truc important du gouvernement. On va réécrire le manuel. Qui on croit? Celui qui dit que c'est vrai, que c'est grave, et qu'en plus, il est un peu basané avec les cheveux crépus. C'est pas qu'on y croit, mais tant qu'à faire, on croit plus des gens qui compatissent et écoutent ce que vous dites que ceux qui vous disent que c'est pas vrai, que c'est pas grave, et qu'en plus ils n'y sont rien. Ce que vous dites, Monsieur Boer, en gros, c'est qu'on croit plus du coup les médias qui vont dans le sens du ressenti des gens plutôt que de l'État qui dit non, il n'y a rien et qui... mécaniquement, quand vous avez un problème et que vous allez voir quelqu'un et qui dit écoute, on en a rien à foutre, tu balises, voilà, c'est n'importe quoi, t'es dans le sentiment et pas... Moi j'appelle ça un climat d'insécurité. Un climat, c'est ce qui se crée sur quelque chose. Après, qu'on ait les mêmes perceptions de la violence, de l'insécurité, de la peur. Parce que sentiment d'insécurité, c'est la traduction de l'anglais fear of crime. Alors si vous voyez quelqu'un qui vous traduit fear of crime par sentiment d'insécurité, vous lui donnez 0. C'est une mauvaise traduction que j'ai jamais vue. C'est du négationnisme militant. Et c'est dangereux. Et le fait de ne pas écouter les gens, quand ils viennent vous dire qu'ils ont peur, que c'est grave et que ça les a atteints, et que vous leur répondiez non, t'exagères, c'est pas vrai, et en plus j'y peux rien, amène mécaniquement à aller voir quelqu'un qui vous dit mais tu as raison, c'est grave et je m'en occupe. C'est pour ça qu'il est important que les gens qui se classent à gauche et qui croient bien faire en parlant de sentiments d'insécurité, mais il n'y en a plus beaucoup. C'est important qu'ils arrêtent. C'est pour ça d'ailleurs qu'à titre personnel, je préfère, parce que c'est ça qu'ils veulent dire, mais ils le disent mal, parler de surmédiatisation de l'insécurité, parce que ça correspond à quelque chose, vous voyez. D'accord. On n'est pas dans la culpabilisation des Français ou dans le déni de ce qu'ils voient, soit parce qu'ils le vivent, mais ils ne sont pas si nombreux que ça à le vivre, mais ils le vivent, voyez. Soit c'est quelque chose qu'ils voient à la télé et ils l'ont pas rêvé, ils l'ont bien vu à la télé. Voyez. Et alors justement, M. Boer, est-ce que vous partagez le constat de M. Guénolé qui est de dire finalement que l'insécurité est résiduelle en France et pour finir votre tableau là, de l'évolution de l'insécurité, qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui du climat d'insécurité en France avec alors, M. Boer a déjà dit que c'était faible dans une perspective historique. Ah oui, voilà, mais aujourd'hui... le cycle s'est inversé il y a 10 ans, et c'est un peu le problème. Mais ça reste très en dessous de ce qui est arrivé par le passé, et très en dessous des pays dans lesquels l'insécurité, on est d'accord là-dessus. Mais l'inversion du cycle, c'est toujours un problème. Quand tu es arrivé très bas, parce que nous étions arrivés très bas, et que tu as oublié la violence physique, ce qui est un peu ce que disaient les militants des SOS Racisme. On ne pensait pas qu'on allait se faire taper. Parce qu'ils ont oublié que ça existait. C'est pas parce que ça n'existait plus. Exactement. Voilà. Et donc, c'est le retour de la violence physique et de la violence, ce que vous avez indiqué, les insultes, les agressions orales, qui sont punies, je précise. Oui, bien sûr. C'est pas seulement blabla, c'est un délit quand même. Ah oui, bien sûr. Parce que vous ne mettez pas dans l'insécurité quand même, finalement. Vous disiez non, j'ai dit qu'il y a une catégorie sur laquelle, je l'ai dit, qu'il y a une catégorie qui est massive. C'est pas une question d'augmentation, elle est massive. Voilà, un Français sur 10. Donc ça, c'est quand même une augmentation de ce côté-là. C'est surtout, moi, c'est pas les phénomènes, pardonnez-moi, je termine juste par rapport à ce qu'il me dit. Moi, c'est pas tout mon propos, là, depuis qu'on a commencé, n'est pas de vous parler des dynamiques, ça monte, ça baisse. Tout mon propos, c'est de dire, ne perdons pas de vue simplement que l'insécurité est extraordinairement faible en France. D'accord. Extraordinairement faible, quelles que soient les catégories qu'on prend, sauf quelques-unes que je vous ai citées, en particulier le fait de se faire insulter ou de se faire interpeller de manière générale avec agressivité. Et soit dit en passant, c'est dans tous les milieux. Dans tous les milieux. Demandez à des gens qui gèrent l'état civil de Versailles comment la population les traite. C'est du vécu, je ne vous dis pas ça par hasard. Il y a une espèce c'est au-delà de la grossièreté.
Est-ce qu'on pourrait parler dans un ensauvagement, ou pour vous, c'est pas le terme, parce que c'est un terme qui est beaucoup utilisé à droite, l'ensauvagement de la société? Non, mais l'ensauvagement, c'est... C'est la base de la civilité, c'est-à-dire que... Non, l'expression, c'est encore une fois, il faut faire gaffe aux mots qu'on emploie, pas pour avoir peur des mots, c'est pas mon sujet. C'est simplement que ensauvagement désigne le bouquin d'Oberton que vous connaissez, et donc c'est l'idée de considérer qu'il y aurait un ensauvagement de la situation en France, parce que des immigrés essentiellement d'Afrique subsaharienne apportent une façon particulièrement sauvage de commettre des crimes. Bon, pareil, voilà, vous regardez les ratios, vous regardez les statistiques et vous constatez qu'on parle de crimes qui sont des faits divers abominables. Oui, ils sont abominables. Oui, ce sont des faits divers. Oui, ils sont rarissimes. Et donc, on ne peut pas en déduire une tendance par l'immigration, parce que c'est ça sa thèse, l'ensauvagement. On ne peut pas en déduire une tendance injectée par une immigration africaine à transformer la France en un pays où on est à feu et à sang et où on se débite à la machette. C'est juste statistiquement pas vrai. Mais je précise d'ailleurs que ce qui m'avait beaucoup intéressé dans cette affaire, c'est que du coup, j'ai relu la presse des années 1880, 1900, 1920, 1930. Elle disait la même chose. Sauf qu'à l'époque, ils étaient pas les mêmes immigrés, je parie. Espagnols, oui, c'est ça. Bruns aux yeux bruns, mais très catholiques. Ouais. Trop catholiques. Italiens, on leur bruns aux yeux bruns, reprochait. mais très catholiques. Alors, le plus intéressant, c'était les Polonais, blonds aux yeux bleus, c'est très catholique. Alors, ils violaient nos femmes, ils tuaient nos enfants, et ils nous piquaient nos boulots. Je veux dire par là, la presse populaire, pour ne pas dire populiste, ce mot ne veut rien dire. Donc, oui, je suis d'accord avec vous. Populiste la presse ne veut rien dire. À part changer l'origine des auteurs au sens génétique, c'est-à-dire global, ethno-racial, voilà, n'a pas bougé d'un iota. De ce point de vue-là, elle raconte toujours la même chose. La même Seul, histoire. pour des raisons bizarres, les Portugais ont échappé à l'ire générale. Pourtant, c'est une grosse... C'est vrai, oui. Et pourtant ils sont nombreux, et pourtant ils ne prennent pas la nationalité française, non, mais voilà. Donc ils pourraient prêter le flanc à des procès en intégration. C'est une curiosité historique. Mais non. Donc ça, c'est un des premiers éléments, c'est qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil, de ce point de vue-là. Deuxièmement, une très grande partie des violences reprochées aux immigrés clandestins, non français, de nationalité, donc, parce que je ne sais pas, moi je ne connais que des Français et des étrangers, personne ne peut parler des origines, puisque... Elles ne sont vous aussi, ça vous fait rire, immigrer la deuxième génération? Oui, ça ne veut rien dire, c'est grotesque. Voilà. Enfin, en général. Mais au-delà de ça, ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde ça, une partie importante des violences sont des violences entre eux. Entre eux. Et d'ailleurs, une partie des étrangers qui sont en détention ou en rétention et qu'on poursuit pour des violences, ce sont des bagarres entre étrangers, étrangers passeurs, etc. La relation, c'est-à-dire que plus un crime est grave, moins il y a d'immigrés clandestins mis en cause. C'est exactement inversement proportionnel. Vous pensez à la délinquance en col blanc, par exemple, je suppose? Ah bah ça, c'est une autre... Non, moi, je suis sur les violences. D'accord, vous parlez de la délinquance en violence. On va rester sur les violences. Ouais, d'accord. Je reste sur les violences physiques parce qu'il y a un mélange... mélange... ce que vous décrivez est encore plus marqué. Oui, alors là, la délinquance en col blanc, donc, qui est un truc de cadre, vous voyez. Il y a un truc... Voilà, il se passe des choses. Donc, en fait, ce qu'il faut dire, c'est quoi? D'abord, il y a un processus d'inversion de tendance qui fait que de passer d'une situation très pacifiée à une situation moins pacifiée pose un problème dans la relation que les gens ont avec ce que moi j'appelle un climat de violence. Et ce climat de violence, il est autant oral, insultes, agressions verbales, qu'il ne l'est... Y compris sur les réseaux sociaux, soit dit en passant. Sur tous les systèmes. On a tendance à le négliger quand on réfléchit à ça. Ça a un effet sur les enfants et les adolescents. Il se trouve que j'ai encore des filleuls assez jeunes. Et tu sens bien à quel point c'est prégnant pour eux et à quel point il faut intégrer cette nouvelle dimension, c'est-à-dire la violence dans l'espace virtuel. Absolument. Qui est une vraie violence. D'ailleurs, on le voit bien avec les appels au meurtre, à l'assassinat. Tout ça est une nouveauté qui n'est pas calculée. Je précise que cet élément-là, on ne dispose pas d'outils de calcul. Pourtant, l'apparition des réseaux sociaux crée un appel d'air qu'il faut prendre en considération, qui relève de l'insulte, etc., mais qui peut se faire amener par une décapitation... ou par un suicide d'adolescent. Ou par un suicide, ou des suicides. Parce il y en a, oui, tout à fait. Plus que de décapitation. Mais il y a un souci général. Donc moi, je dis qu'il se trouve qu'il y a eu une inversion de la tendance naturelle qui était à la pacification, vers une tendance à, non pas l'ensauvagement, je ne participe pas, je pense plutôt à un enragement. C'est-à-dire les gens sont enragés. Donc, tous les énerves. Qui est lié aux réseaux sociaux, mais alors à quoi d'autre? Qui est lié à tout. Je pense qu'ils sont dans une situation où la faute majeure, à la fois du mensonge institutionnel, je pense par exemple à l'affaire des masques. Pour moi, c'est ce que j'appelle le péché originel du mensonge public, sanitaire. Oui.
Parce qu'on a le droit de se tromper. Ouais. Tu vois. Mais reconnaître qu'on se trompe, c'est une manière de garantir qu'on peut dire de temps en temps la vérité. Or, jusqu'à présent, le masque ne sert à rien, tout ça, machin, je sais pas le mettre. C'est une coutume, c'est plus un truc culturel en Asie. Oui, c'est ça. Le directeur de la santé publique a sorti ça quand même. Quel rapport entre le masque et la confiance dans la parole publique. Parce que personne ne croit à la parole publique. D'ailleurs, mes collègues scientifiques, nous on a un débat raisonné, on se dit des trucs, on va être d'accord, pas d'accord. Oui. On se parle, on a des arguments, on essaye de les argumenter. Vous essayez de nous titiller, ce qui est votre métier, tout le monde. Mais mes collègues scientifiques, quand ils se sont lancés sur pandémie, pas pandémie, grosse grippe, pas grosse grippe, fin du monde, pas fin du monde, masque, pas masque, ils se sont suicidés sur les chaînes de télé-réalité en continu qu'on appelle d'information en continu. Suicidés, tout seuls, comme des grands. C'est-à-dire qu'ils ont tué la dernière vérité. Il n'y a plus de vérité politique. Bon, ça, on était au courant. Vérité médiatique, le métier de journaliste n'est pas... Il est assez sain qu'il n'y ait pas de vérité politique. Voilà. En même temps, il n'y a plus de vérité scientifique. Ouais. Ils se sont suicidés. Donc il reste des résidus du genre... bon, alors, on va assez dans l'air et on arrive à peu près à 4 à avoir une discussion raisonnable sur un sujet où on peut être de pas d'accord, mais on s'insulte pas, on s'engueule pas, et on arrive à finir des phrases. Parce qu'il y a une vraie débat en France, c'est quand tu n'as pas fini de phrase, que tu as un concours de décibels et que seul l'animateur est le héros de la journée. Mais si vous voulez, je ne vois pas forcément le lien effectivement entre cette perte de la confiance de la parole publique. C'est pas parce que vous êtes déçu sur l'histoire des masques que vous allez forcément commettre des violences dans la rue. Vous voyez, quel est le lien Si je pense que le gouvernement ment. Oui. Et que j'essaie d'expliquer qu'il ment. Et que face à moi, au lieu de m'envoyer des gens qui expliquent qu'on ne sait pas bien, faut voir, on va s'adapter, c'est compliqué une pandémie, on t'envoie CRS et garde mobile, ça t'énerve. Surtout quand tu n'as aucune culture. Le côté manifestation, etc. Ah oui, la réalité de ce qu'est la société française, parce qu'il faut aller dans les petites et moyennes villes de province, on y découvre deux choses. D'abord, la perte de confiance dans l'ensemble du dispositif institutionnel qui passe parce que n'importe quelle discussion, y compris en famille, devient extrêmement violente. Et d'ailleurs, il faut éviter de parler du coronavirus. En famille ? Ah oui, pour tous ceux qui vont fêter Noël, Nouvel An, parler d'autre chose. Comme de la présidentielle. Et de vaccin, Zemmour, conflit israélo-palestinien. Oui. Vous évitez. Mais même conflit israélo-palestinien, c'est devenu totalement résiduel. Ouais, mais ça continue à hystériser les gens. C'est bizarre d'ailleurs. Ça ne vient pas naturellement dans le débat. Je vous l'accorde. Le moment de la dinde. C'est vrai. Alors que le reste, beaucoup plus. Oui, donc il y a ce premier... donc il y a la parole publique, vous disiez les réseaux sociaux, dans les autres raisons de cette hausse, de cette remontée de l'insécurité qui était faible. Et puis la capacité à se dire que personne ne va régler tes problèmes. Donc tu vas les régler tout seul. D'accord. Tu vas lui mettre un pain dans la gueule, tu vas taper sur le maire parce qu'il t'emmerde pour un permis de construire. Et donc vous avez ces montées de violence résiduelles qu'on ne voit pas, qui sont même faiblement statistisés d'ailleurs. Mais du coup, ça devient un environnement quotidien, et je pense qu'il y a un argument beaucoup plus puissant que la télévision. Je pense que la télévision, c'est la cerise sur le gâteau de la montée de... pour moi, c'est la massification du... Non, pour moi, c'est la PQR, la presse quotidienne régionale. Ah oui. Il faut lire les pages locales. Bah oui. Les faits divers sont souvent à la une, c'est pas les pages. Mais ça a toujours été le cas. La PQR a toujours relayé. La presse quotidienne régionale a toujours... Là, elle change, parce qu'on est dans des processus. Je prends par exemple les cambriolages. Avant, le cambrioleur, il cambriolait une fois, 2 fois. Là, aujourd'hui, les réseaux de cambriolage, c'est 20 maisons, 30 maisons. EasyJet le matin, EasyJet le soir. Je parle là pour les professionnels. Oui, j'ai bien compris. Mais ça prend des proportions, les pots catalytiques, les tracteurs, des trucs dont tu te demandes même comment on a envie de les voler. Enfin, le vol de cuivre, le vol de cuivre, on s'y attendrait pas, quoi. Plus de métro, plus de trains. On précise, il s'agit de gangs qui font plusieurs pays, ce sont des gangs criminels. Voilà. Vous dire qu'avant il n'y avait pas de gangs et là maintenant il y en a. Mais ils attaquent. Mais ça aussi, ça s'est mondialisé. Des produits nouveaux. On est dans une forme de globalisation. Non, mais c'est vrai, il a raison. On est dans une forme de globalisation criminelle. Ce qui fait que c'est le cumul de tous ces éléments au même moment. D'habitude, c'est l'un derrière l'autre. Vous imaginez, il y a 50 ans, venir de Roumanie pour aller voler du cuivre en France, vous imaginez ? Il fallait 3 semaines. Il fallait 3 semaines pour venir. Là, on arrive le lundi, on est reparti le vendredi. Vous voulez dire qu'il y a une espèce de mondialisation finalement de l'insécurité? Oui, mais d'une insécurité. Non, une mondialisation de la criminalité professionnelle. Une insécurité du quotidien. C'est peanuts quantitativement, mais une grande banque. Oh, c'était super, c'était Arsène Lupin, quel beau coup. Là, maintenant, ils attaquent la maison d'à côté. Et donc, tous ces phénomènes-là qui créent ce climat, c'est moi, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que c'est pas seulement un ressenti sentimental, c'est un ressenti avec des gens qu'on connaît qui l'ont subi. Et ça, c'est ma victimation qualitative. C'est pour la première fois, je peux dire, mais mon voisin, il y est passé. Et du coup, on a ce ressenti terrible. Et que fait l'État ? Et là, tu es face à la problématique d'un État qui est censé tout faire
qui fait tout plus ou moins bien, Pour parfois. la protection des citoyens, il y a quand même... Mais la protection des personnes et des biens n'a jamais été un élément de régalien. Ça, c'est une invention moderne. Le J'ajoute, régalien, c'est la j'irais protection des institutions, la même- protection des frontières, la protection de la monnaie. Tardivement, la lutte contre Ça le dépend- crime, 18e siècle, ça le dépend lieutenant des- général de En police. vrai, ça dépend des auteurs. Il n'y a aucune définition du régalien. Elle est Non, donc on y non, met ce mais qu'on veut, en fait. Au début, on est d'accord sur un socle de base qui est assez limité et dont les personnes et les biens ne font pas partie. Bah, chez Baudin, c'est la capacité à faire la loi, quoi. Oui. C'est tout. Mais pas à lutter contre les voleurs. Je suis d'accord avec vous. Je dis Il juste n'y a que pas cette partie-là. j'ai juste que Baudin se contente Il faut de dire attendre- la palissade. Il faut L'État attendre fait le la loi. 18e siècle pour avoir un lieutenant général Oui, tout de à fait. police. Avant, Pardonnez-moi c'est pas un juste- sujet. Et à cause des Oui, duels. c'est tard, oui, oui. Pas pour protéger les personnes, pour éviter qu'ils se trucident parce que le roi était le seul à avoir droit à une vie de mort sur ces sujets et le duel est un crime de lèse-majesté puisque le roi n'avait pas permis qu'il trucide un de ses autres. C'était un nobles. problème d'insubordination. En fait. Exactement. Juste, pardonnez-moi, je voudrais revenir sur un point qu'on a évoqué Je vous en prie, plutôt oui. dans la discussion, qui est quand vous avez évoqué le concept donc fallacieux, on le disait tout à l'heure d'ensauvagement, je voudrais revenir sur la question immigration. Il y a plusieurs choses que je voudrais préciser là-dessus et ça me paraît vraiment important. D'abord, je voudrais préciser que comme l'insécurité, l'immigration réelle en France, à l'heure où on parle, elle est très faible. Je ne conteste pas que la France a été un pays d'immigration de masse. J'en suis moi-même, comme des millions de Français, en partie le produit, puisque moi, par ma mère, il n'y a que des Polacs. Voilà, donc quand vous avez parlé... Bauer. Et donc voilà. Donc C'est un prénom bien d'ailleurs français. à chaque fois que j'entends Non, bien des gens français. plus classés à l'extrême droite en train d'opposer l'immigration maghrébine qui se passerait mal à une immigration venue d'Europe qui était idyllique parce qu'ils étaient tous de culture chrétienne, si vous voulez, moi, j'ai un arrière-grand-père qui était mineur dans les mines dans le Nord, et ça se fracassait la gueule à coups de barre de fer, littéralement, c'est pas une expression, entre des Français qui avaient du mal à trouver du boulot et des Polonais qui étaient dans les mines, et ce qui se prenait dans la gueule comme Polonais sous-payés, voilà, justement. absolument. Et ce qui se prenait en plus des coups de barre de fer, c'était des interjections de type ils viennent voler notre pain et prendre notre travail. Donc bon, d'abord... Et vous comprenez que les Français aient cette Attendez. impression-là ou pas? Ouais. Non mais justement, Ouais. d'abord, qu'est-ce qu'il y a derrière il y a beaucoup d'immigration en France, il y a beaucoup d'immigrés en France. Je voudrais qu'on mette les pieds dans le plat une fois pour toutes. Je l'ai déjà fait sur d'autres plateaux. 90% de la population à l'heure où on parle, ce ne sont pas des immigrés. D'accord ? Ce sont des gens qui sont nés en France. Quand vous dites 90%. 90% de la population de la France, ce sont des gens qui sont nés en France. Ah oui, d'accord. Et donc ce ne sont pas des immigrés. Déjà, premier point. Donc quand vous êtes à 90% de la population qui sont des gens nés en France, on ne peut pas considérer qu'on a un pays envahi par les immigrés. Premier point. Deuxième point, 70% des immigrés, donc les 10% en question, ce ne sont pas des Maghrébins. Ce sont des gens qui viennent d'autres coins, notamment d'Europe. Et donc, ça suffit à prouver très facilement que le grand remplacement, non, ça n'existe pas. Mais C'est sur juste la factuellement sécurité, faux. le lien avec Attendez, la- j'y oui. viens. Et par ailleurs, les immigrés qui rentrent, moins les immigrés, j'ai bien dit les immigrés, qui repartent, parce qu'il y en a qui repartent, ça fait une augmentation annuelle de notre population de 200 000 personnes par an, c'est-à-dire plus 0,3% par an. Donc, on n'est absolument pas envahi. Et donc, puisque nous ne sommes pas devant un phénomène objectif d'immigration massive ou d'immigration maghrébine massive, pourquoi on parle sans arrêt de l'immigration, les immigrés, etc. En fait, on est en train de parler des Français d'origine maghrébine. Et on dit les immigrés, on dit l'immigration, mais c'est un mot de passe, c'est une formule, pour pouvoir débattre indirectement de comment on se positionne par rapport à l'existence de plusieurs millions de Français d'origine maghrébine. Et donc, on est bien d'accord que dire « je pense qu'il y a trop d'immigrés dans ce pays », c'est quand même moins brutalement xénophobe que « j'aime pas les Arabes ». Mais le message, c'est ça. Si vous voulez, oui. Voilà, non mais c'est important de le souligner parce que les gens qui vous parlent en mal des immigrés ne vous parlent pas des immigrés. D'accord, mais Ils alors, vous juste parlent pour des revenir Français sur d'origine l'insécurité, parce maghrébine. qu'on va pas faire un débat Qui sur depuis... l'immigration. Non mais Ce que justement... vous voulez dire, c'est que finalement, le débat sur l'insécurité vis-à-vis des immigrés est une façon... Alors ça, c'est une deuxième... Alors il y a un deuxième point qui est le lien supposé ou pas entre le fait d'être d'origine maghrébine, parce que c'est rarement pour parler des Polonais ou des Suédois. Hein. Donc, est-ce qu'il y a un lien ou pas ? Moi, je fais une démonstration très simple. Il y a environ 65 000 détenus en France, à la louche. Et il y a environ 4,5 millions d'habitants d'origine maghrébine en France. Bien. Donc, même si tous les détenus de France, tous, je vous l'accorde fictivement, allez hop, tous les détenus sont d'origine maghrébine, ça ferait 1,4% des Maghrébins. Donc, si vous avez au moins plus de 98% des Français d'origine maghrébine qui ne sont pas des délinquants, Après, tout le monde ne va pas en prison. j'entends bien, mais quand même, ça n'invalide pas ma démonstration, bah, ça signifie qu'être maghrébin ne prédispose pas à devenir Ah non, délinquant. personne Le ne dit que lien, ça prédispose. si justement, quand Ah on bon dit, regardez,
l'immigration, c'est-à-dire en clair les Maghrébins, est une source d'insécurité, vous êtes en train de dire que le fait d'être maghrébin en France est criminogène. Donc vous faites bien un lien entre l'identité culturelle d'une personne et sa prédisposition à la délinquance. Quelle que soit la façon dont vous l'expliquez. Vous pouvez me dire que voilà, ils sont tellement mal intégrés culturellement que, etc. Vous pouvez imaginer tout ce que vous voulez. Ou que être musulman prédispose à la violence, j'en sais rien. Je vous raconte n'importe quoi, j'y crois pas une seconde. Je vous dis juste, vous faites bien un lien de causalité entre le fait d'être maghrébin et le fait d'avoir une prédisposition à l'insécurité. À la délinquance. Ouais. Et c'est faux du simple fait de la faiblesse du nombre total de Français d'origine maghrébine qui sont délinquants. D'accord. Si c'était un lien de cause à effet, ils devraient être beaucoup plus nombreux. D'accord. Ça invalide statistiquement la relation de cause à effet. Vous voyez ? C'est tout. Très bien. Et M. Boer, justement, sur ce lien, peut-être ce que le but, écoutez, moi j'ai eu ce débat avec Éric Zemmour, donc deux fois. Ouais. Non, deux fois. Une fois chez Zemmour et Nolo et une fois sur CNews, puisque visiblement il manquait d'interlocuteurs. Donc j'y suis allé parce que moi j'ai pas de difficulté à venir débattre. Des fois c'est dans l'autre sens. Hein. Moi j'avais dit d'accord et c'est la production côté CNews qui n'a pas voulu. Et Zemmour était d'accord lui aussi. Oui aussi, comme quoi de temps en temps. Zemmour est souvent d'accord. Moi j'ai pas de problème. Et Éric Zemmour, la première fois je lui ai expliqué pourquoi la dimension culturelle était fausse et que seule la dimension démographique avait un sens sur la production de violence. Et la deuxième fois, alors avant même que je le dise, il a dit vous m'aviez convaincu la dernière fois que, et je vous confirme que. Et alors je confirme ça, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'une vague d'immigration, quelle que soit son origine, des jeunes hommes. C'est ça une vague d'immigration. Ensuite arrivent des femmes, la famille et des enfants qui eux-mêmes deviennent dans le droit du sol des nationaux et dans le droit du sang des nationaux, mais un peu plus tard. Parce qu'en fait, contrairement à une idée répandue, dans le droit du sang, on devient aussi national. Pour service rendu à la patrie, parce qu'on va dans l'armée. Français par le sang versé. Français par le sang versé. Absolument. Qu'est-ce que ça démontrait ? C'était assez simple. Ça démontrait que dans l'histoire de la violence, la surproduction de jeunes hommes mis en cause pour violence est largement supérieure à celle de vieilles dames, quelles que soient leurs origines. Or, dans une vague d'immigration, la relation entre les migrants d'un côté et les... moi je dis jamais de souche, parce que j'ai l'impression qu'on est des arbres morts. Les nationaux, historiques, elle est de 1 à 6, voire de 1 à 10. Historiquement, depuis toujours. Depuis toujours. Donc, la surreprésentation démographique des jeunes hommes non nationaux issus d'une vague d'immigration, quelle qu'elle soit, se traduit mécaniquement par une surreprésentation dans les espaces pénitentiaires. D'où qu'ils viennent, parce qu'ils sont jeunes, et que les délinquants sont plus jeunes que la moyenne. Sauf les Portugais. Sauf les Portugais. Parce que ça n'est toujours pas vrai pour les Portugais. Ça a été vrai. Les Asiatiques, par exemple, absolument pas. Ils sont en dessous de tous les critères pour des raisons qui sont d'abord, il y a une forte dispositif d'autodiscipline interne, d'autocontrôle interne. C'était vrai pour les Chinois. On racontait tous des blagues rigolotes sur le quartier chinois de Paris où régnait un ordre yakuza ou de triade. Alors, pas yakuza, non, de triade, excusez-moi. Oui, bien sûr. Où régnait un ordre mafieux qui gérait leurs petites affaires de police ensemble, etc. Mais dans la réalité, la démographie est jusqu'à présent, la seule explication viable et linéaire de l'ensemble des vagues d'immigration par rapport à la surproduction. Et ce que je donc, le lien de causalité, c'est la jeunesse. C'est la jeunesse et masculinité. Voilà. C'est jeune homme. Jeune homme. Comme d'ailleurs souvent dans la féminité. Et alors du coup... Eh bien, je vous le confirme. Et alors, vous allez en Australie, on vous dit il n'y a que des bagnards. Vous allez en Nouvelle-Zélande, il y a que des bagnards. Vous allez en Nouvelle-Calédonie, c'était pas les Kanaks qui foutaient la panique. C'était les détenus qu'on avait déversés en Nouvelle-Calédonie au bagne. Vous faites alors si vous dites du mal des communards, je plaisante. Je plaisante. Je dis simplement ce qu'était la représentation. Il y a une vague de déportation, vous le savez comme moi. Mais pas seulement. Donc, et à Cayenne, c'était pareil, etc. Donc le process, il est d'abord démographique. Il n'est pas du tout culturel. Après, il y a un deuxième problème, et je pense qu'il ne faut pas le sous-estimer. J'essaye d'expliquer ça avec les termes les plus aimables possibles. C'est la ghettoisation d'une partie de cette population. C'est-à-dire le fait de concentrer dans un seul endroit une seule origine, une seule ethnie, dans une seule tour, etc., crée mécaniquement des phénomènes de contrôle du territoire qui sont
étudié depuis l'école de Chicago, il y a presque 100 ans, pour dire, mais si tu mets des espaces comme ça, totalement fermés, totalement inclus, totalement machin, il se crée des espèces de châteaux forts avec des éléments de rupture par rapport à l'espace d'à côté, de contrôle du territoire qui est très compliqué, de rugosité dans le contrôle du territoire, d'organisation criminelle où ça passe de la bande Permettez-moi au gang. de me dire là-dessus, si vous voulez bien. Et Je voudrais aller dans votre sens. Et du gang au crime. Et mais, là, il se sous passe un autre angle. Il se passe des phénomènes de lisibilité tout à fait particuliers. Par exemple, à Marseille, l'histoire des gangs, ils sont corso marseillais. Pour moi, ce n'est pas des ethnies, hein, c'est des origines géographiques. Bien sûr. Ils ne le sont plus. Ils ne le sont plus. Depuis Farid Berama, il s'est passé un changement. Est-ce que ce changement, c'est parce que Farid Berama, comme on l'imagine, a un nom maghrébin? Pas du tout. C'est parce que toutes les petites mains des cités qui ont décidé de faire la révolution et une sorte de Spartacus à l'envers pour reprendre le contrôle contre les parrains locaux, la mort de Jean G. Colonna, le fait qu'il n'y ait plus de parrains ni de juges de paix du milieu, un renouvellement générationnel. a créé un renouvellement générationnel. Il se trouve que toute cette génération, pour des raisons démographiques, sont des gamins des cités. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des gamins des cités plutôt maghrébins, des gamins des cités plutôt issus des populations nomades, non sédentarisées, mais qui le sont devenues, de populations plutôt issues d'Afrique, et pas seulement du Maghreb. Et donc, on voit bien cette reconstruction qui est exactement la même que ce qui était expliqué par l'école de Chicago il y a 80 ans sur le changement brutal de la criminalité d'Al Capone, italo-américaine, en une criminalité avec des gangs plutôt issus d'Afrique, des anciens esclaves, etc. D'accord. Et il s'est produit un bouleversement de cela, mais toujours pour des raisons de renouvellement générationnel, pas culturel, ni géographique, mais de concentration en ghetto, donc de contrôle du territoire. Et c'est la base de la criminalité. La criminalité, c'est contrôler un territoire. Alors, vous vouliez répondre, oui, j'ai plusieurs remarques à faire là-dessus. Là, pour le coup, c'est à la fois des choses que j'ai étudiées ou écrites, les deux, et puis des choses que je vis, parce qu'il se trouve que je vis dans le Haut-Montreuil. Je précise le Haut-Montreuil pour les gens qui connaissent Montreuil, c'est-à-dire que quand vous êtes au nord de la départementale, vous n'êtes pas dans le Montreuil gentrifié à mort. Vous êtes dans le Montreuil qui est un petit peu gentrifié, mais qui est surtout un quartier maghrébin pauvre, un grand quartier maghrébin pauvre et plusieurs grands quartiers subsahariens, essentiellement maliens, pauvres. Et ce qu'ils ont fait d'intelligent pour éviter des formes, de déshérence de quartiers entiers, favorisant donc des dispositifs criminels, c'est que délibérément, les mairies successives, communistes, écologistes, puis recommunistes, enfin je ne vous fais pas l'historique de la mairie, ça c'est pas très important, mais ce qu'ils ont fait d'intéressant, c'est qu'ils ont fait une sorte d'îlotage en disant, bon alors, il y a tel quartier, ok, c'est surtout des gens au RSA, c'est des barrages HLM, on va mettre une éco-résidence avec des murs en bois, les trucs isolants, le fantasme absolu du bourgeois bohème trentenaire parisien qui n'a pas les moyens de s'agrandir pour avoir un gosse. Et on va lui mettre ça là, exprès. Et on va en mettre 4 ou 5 comme ça dans le même quartier. Et du coup, on va forcer à une mixité sociale. Et du coup, on provoque une bataille d'occupation du territoire entre, d'une part, le deal et d'autre part, la poussette. Dans le quartier où je vis, on me raconte, comme des souvenirs ancestraux, l'époque où tu ne pouvais pas aller dans le parc des Beaumont parce qu'il y avait trop de deals. À l'heure où je vous parle, il y a des moments où il ne faut pas aller dans le parc des Beaumont parce qu'on ne peut plus circuler, il y a trop de poussettes. D'accord. Vous voyez ? Et donc ça, c'est par rapport à ce que vous disiez. Marche. D'autre part, sur la délinquance et la criminalité dans les quartiers populaires pauvres, donc on dit les banlieues, mais en fait c'est ça. C'est un phénomène que j'ai pas mal étudié puisque j'avais fait il y a quelques années un bouquin qui s'appelle Les jeunes de banlieue mangent-ils les enfants. Mangent-ils leurs enfants. Oui, vous l'avez lu. Oui, ça vous a plu ? J'espère. Oui, ça me fait plaisir. Et donc ce qui est intéressant à voir, c'est que sur une cité de, mettons, 10 000 Pékins, ce qui est une estimation raisonnable, une cité, 10 000 Pékins. Sur les 10 000, vous allez en avoir, comme c'est des populations plus jeunes que la moyenne, vous allez en avoir à la louche. Je vous fais à la louche, je l'assume. Vous allez avoir 5 000 jeunes. Sur ces 5 000, il y a la moitié, c'est des mecs. Ça fait 2 500 jeunes. Bien. 2 500 jeunes, à la louche. Voilà. Là-dessus, vous allez en avoir combien qui vont faire du deal ? Il en faut combien pour faire du deal dans la cité ? Il va en falloir quoi ? Une vingtaine ? Une vingtaine, vous avez déjà un gros groupe, un gros dispositif. Une vingtaine de jeunes de banlieue, mecs, sur les 2500 que vous avez dans la cité, et ça donne, les jeunes de banlieue sont des délinquants. Voyez ? C'est-à-dire qu'il n'y a qu'une infime minorité de jeunes de banlieue
dans les quartiers en question, qui sont dans le deal. Et alors la criminalité, c'est encore plus rare, c'est-à-dire qu'il n'y a pas vraiment de rapport entre être jeune de banlieue et être dans ce qu'on appelle la criminalité professionnelle. La criminalité professionnelle, pour les gens qui nous regardent, on parle quand même de types qui vont faire des trucs du genre je vais braquer un semi-remorque au fusil à pompe. Après avoir fait une planification de plusieurs mois, c'est plutôt du niveau d'une opération commando. Le jeune de banlieue dealer de shit, il n'a absolument pas le niveau, ou même l'envie, de faire ce genre de truc. Alors, à propos justement... Où on est plus proche du western urbain, vous voyez. Oui. Et donc, ceci pour dire, j'insiste là-dessus, la quasi-totalité des jeunes de banlieue, y compris mecs, mais quand je dis quasi-totalité, c'est qu'on est proche des 98-99%, quoi, ne sont ni criminels ni délinquants. Les phénomènes de masse qui les atteignent, eux, et qui les concernent, eux, c'est emploi précaire sous-payé, livreur Amazon et compagnie, chômage, ennui. On parle, j'y pensais tout à l'heure quand vous parliez des villes moyennes et petites villes, c'est le même problème. Il y a un phénomène, je pense qu'il y aurait des études entières à faire sur le développement de l'ennui au quotidien, dans des territoires entiers, ruraux, semi-ruraux et urbains pauvres. Il y a un problème colossal d'ennui. Thomas Guénoulet, je pense on a parlé des banlieues, etc. Je pense qu'on va peut-être parler à un moment aussi du coup qui est lié à ça, justement, du trafic de drogue, etc. Mais avant, et donc du cannabis, oui. Voilà, du cannabis. Mais avant, j'aimerais bien parler d'un autre sujet autour des banlieues. Vous parlez de l'ennui. Alors, il y a une vidéo, moi, que j'ai vue sur... J'appelle ça le spleen, ouais. Le spleen. Alors, vous avez une vidéo sur l'ENA qui est assez amusante, justement, dans les banlieues. Vous voyez donc, ils sont... Alors, c'est à peu près donc, dans les mêmes zones qu'aujourd'hui. Et les jeunes donc, sont sur leur mobilette, alors ils s'ennuient, ils font des tours à mobilette. À une époque, c'était les blousons noirs. Voilà, et puis on les voit qui vont au bistrot et qui jouent avec des flippers, etc. Bon, on n'a pas quand même... J'ai l'impression qu'à l'époque, moi j'ai pas vécu dans les 70, mais il n'y avait pas par exemple ces attaques sur des policiers, sur des pompiers, qui sont assez spectaculaires avec des tirs de mortier, etc. Il n'y avait pas cette haine, je dirais presque anti-française. Il n'y avait pas de haine de flics en mai 68, mais vous rigolez. Alors je parle dans les banlieues, c'est-à-dire ces espèces de guet-apens où c'est même pas finalement pour faire du trafic de drogue et gagner de l'argent, mais parfois on a l'impression que c'est juste seulement pour se distraire et exprimer leur haine. Non, ça existait. Pas. C'est pas la banlieue. La banlieue. Alors justement sur ce phénomène, comment vous voyez ce phénomène ? D'abord, la banlieue, c'était pas la banlieue. La banlieue, c'était l'espace du Parti communiste. C'était un espace totalement géré, contrôlé, tenu. Mais ça existait déjà quand même. C'était tenu, c'était pas la situation actuelle. La seule chose qui a changé... Dans les années 50, le quartier Saint-Germain était un quartier populaire. Oui. Et donc ce qu'on appelle banlieue, Gavroche, c'est un jeune de banlieue en quelque sorte, dans Victor Hugo. Il coche toutes les cases. Eh bien Gavroche, il vit où ? Il vit à l'intérieur de Paris, dans les quartiers pauvres. Et donc ce qu'il est en train de vous dire, je crois que c'est ça, c'est qu'à une époque, jusqu'à encore récemment, vous aviez des territoires, des quartiers pauvres, très pauvres, à l'intérieur de Paris, et donc on parlait pas des banlieues, on parlait des quartiers pauvres. Non, mais bien sûr. Non, mais je veux dire, et maintenant, c'est les banlieues. 70, quand on a construit ces grandes barres d'immeubles. En fait, on a viré les pauvres de Paris, on le sait tous. Oui, voilà. tout à fait. Pas vous et moi, mais voilà. On a inventé d'abord une banlieue. Cette banlieue a permis de gérer un exode rural qui ne nécessitait aucune problématique de violence, puisque le sujet c'était de survivre, de manger, d'avoir la modernité, d'avoir des chiottes. Pas seulement dehors, éventuellement à l'étage, miraculeusement à l'intérieur du logement. Il faut voir d'où on venait. On était dans la période aussi de fin de reconstruction post-guerre. On gérait le baby-boom. Il y avait des bidonvilles. Tout ça ne gérait pas. Et on gérait le problème des bidonvilles, celui de Nanterre en particulier. C'était un bidonville, un vrai. Un vrai, c'est pas une expression. Ville bidon, d'ailleurs. Pour qu'un gouvernement se décide à construire des villes nouvelles, c'est vous dire qu'il y avait un problème. Donc il y avait ces problèmes. Ces problèmes-là étaient essentiellement sociaux et la gestion des problèmes sociaux était parfaitement encadré par le Parti communiste qui décidait non pas de violence mais de duels ou de tournois à heure fixe avec la police où on montrait qu'on défendait les ouvriers, tout le monde filmait, les CRS défendaient l'État, tout le monde était content et c'était terminé. Là, on est dans une désagrégation du contrôle social. Et ça, c'est un vrai sujet. Avec un changement de ce qu'est la nature de la banlieue, c'est-à-dire la fuite du, entre guillemets, petit blanc, les gilets jaunes d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui ont quitté les HLM pour aller vers les maisons Bouygues, à l'époque, les maisons pas chères, etc. Donc une expansion du réseau urbain, c'est quand on est passé de la ligne de la zone 3 à la ligne 8 du RER. Est-ce qu'on peut revenir juste à l'insécurité dans les banlieues? Parce que au départ, c'était pour ça que il n'y a pas d'insécurité dans les banlieues. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a une problématique de climat d'insécurité qui est un climat de violence qui dépasse très largement la question de la banlieue. D'accord. La banlieue n'a rien à voir avec ce qu'elle était. Elle est en train de changer, d'évoluer en bien ou en mal d'ailleurs. C'est assez créatif la banlieue, comme à Montreuil. Moi je suis de Grigny 2, oui, voilà. c'est vous dire. Oui, je vois. Voilà, donc voilà, mes copains ils sont soit morts, soit en tôle. Donc,
d'école. Donc voilà, je ne vis pas dans un endroit, enfin je ne suis pas né dans un endroit magnifique du 6e arrondissement. Donc il faut bien intégrer qu'on a tous une connaissance du réel. On n'est pas simplement dans un univers là-bas. Mais on comprend, parce que c'est ça qui est important, ce qu'est la relation des populations vis-à-vis de l'image qu'ils ont. Le deal, c'est pas leur problème, c'est pas le deal, c'est la permanence du deal. C'est pourquoi ça continue. Parce que ça, c'est parce qu'il y a une clientèle. Pourquoi mon hall, il est occupé ? Pourquoi je suis obligé de baisser la tête en rentrant chez moi ? Ce qui n'est pas une violence, mais c'est insupportable. Et alors vous, il faudrait faire quoi justement pour le trafic de drogue ? Est-ce que vous pensez que légaliser, puisque c'est un sujet qui revient quand même énormément... Vous parlez du cannabis, bien sûr. Il n'y a pas de débat sur la coke ou le crack. Non, tout à fait, mais la légalisation, est-ce qu'elle permettrait... Ça pourrait se discuter. Justement, non, mais est-ce que dans une certaine vision pragmatique, vous seriez Moi, pour... je suis pour la lutte contre toutes les addictions, mais d'un point de vue sanitaire. D'accord. Pour moi, le pénal n'a jamais fonctionné dans la lutte contre les stupes, et la loi de 1970 est le texte le plus mal écrit que j'ai jamais vu de ma vie, parce qu'il mélange des addicts que j'appelle des malades un peu dealers et des gros trafiquants. Au lieu d'arrêter 150 000 personnes, ou 120 000, ou 160 000, on ne sait même plus d'ailleurs, par an, pour en poursuivre 6 000 en justice et terminer éventuellement par une injonction thérapeutique, c'est quand même, faut pas le refaire. Je pense qu'on devrait refaire ce qui avait été la première victoire de la lutte contre la drogue au moment où la France était un dealer. La Régie française de l'opium était un immense système de distribution. Et les champs de pavots d'Indochine, le chemin de fer les joignait les uns derrière les autres. C'était une immense ressource budgétaire de l'État. Les parlementaires, sénateurs, ont imposé au ministre des Finances de l'époque de gérer cette affaire d'un point de vue médical. Donc le traitement médical est le seul moyen de... Et si on veut traiter du problème du cannabis, il faut le traiter comme l'alcool et le tabac. Donc vous seriez plutôt pour la légalisation de... Non, c'est pas ce que je viens de dire. Ah bon ? L'alcool et le tabac sont autorisés mais encadrés. Oui, c'est ça. Donc je suis pour une contraventionnalisation intelligente des abus, une maîtrise sanitaire du problème et le fait de renforcer les équipes de police contre le trafic. Le trafic. Je rappelle que nous sommes au bord de l'autoproduction de cannabis. On la fabrique désormais à la maison et avec un taux de THC élevé. C'est plus des drogues douces. Ça a beaucoup changé. Par ailleurs, on ne parle plus du même cannabis. Le taux a été multiplié par 10, 15 ou 20. Et donc, le seul moyen de s'en sortir, c'est d'entrer sur le dispositif sanitaire. Ça n'empêche pas le dispositif pénal. Ça le rend efficace. On s'occupe des choses importantes et on n'essaie pas de vider la mer avec une petite cuillère par ailleurs trouée. D'accord, ok. Très bien, mais alors du coup, vous êtes à peu près d'accord finalement sur, je pense que sur le cannabis Quasiment, c'est-à-dire que, en gros, oui. Nous sommes l'un comme l'autre pour la légalisation du cannabis sous une forme... Attendez. Je ne dis pas ça. Non, mais je termine. Ouais. La légalisation encadrée, et donc pas juste en faire un produit de consommation courante qui n'aurait pas de règles particulières, la légalisation encadrée, comme pour l'alcool, le tabac, etc. Moi, ce que j'ai simplement à ajouter, c'est que pour moi, c'est important de faire comprendre aux gens qui nous regardent cette dimension-là. C'est que quand vous avez... Bon, il y a un certain nombre de substances qui sont addictives. Voilà. C'est de ça dont on parle quand on parle de drogue. Et de deux choses l'une. Soit la drogue, et c'est un dilemme, un cruel dilemme pour tout gouvernement, s'il est rationnel. Il peut être démago, c'est pas le même sujet. Mais donc, soit cette drogue est légale et vous devez gérer un problème de santé publique. Voilà. Soit elle est illégale. Et si vous la traitez sérieusement, si vous la combattez sérieusement, vous avez un problème de criminalité. Et de santé publique. Pas nécessairement. Justement, quand c'est bien fait, vous avez un problème résiduel de santé publique. Par exemple, l'héroïne n'est pas un problème massif. C'est un truc illégal, c'est combattu sérieusement par les pouvoirs publics en France, et donc vous avez un problème de santé publique, mais il est quantitativement résiduel. Il y a peu de gens qui souffrent de ça en France. L'alcool est légal, vous avez un gros problème d'alcoolisme en France. Et donc c'est donc un problème de santé publique, et ce n'est pas un problème de criminalité organisée. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas dans la prohibition. Si on mettait une prohibition, on aurait un nouvel Al Capone assez rapidement. Et donc, c'est en ces termes-là, sérieux, rationnels, qu'on doit, et non pas pseudo-moraux en réalité, qu'on doit poser le problème. Et ce que je reproche au pouvoir public français dans le cas du cannabis, c'est de nous avoir donné le pire des deux, c'est-à-dire on l'a laissé illégal par tartufferie, par démagogie électorale en fait, en réalité. Et en même temps, on ne l'a pas véritablement combattu, et donc on a eu à la fois le problème de santé publique, notamment dans ma génération, soit dit en passant. Moi, dans ma génération, quelqu'un qui n'a pas essayé le cannabis, ça n'existe pas. Il faut arrêter de se raconter des histoires. Bon, on a eu à la fois le problème de santé publique et le problème de criminalité organisée. Et donc, effectivement, ne serait-ce que pour cette raison-là, je suis pour la légalisation, mais je pense que sur chaque drogue, en réalité, on doit se poser le problème en ces termes-là.
Et en tout cas, ce qui est certain pour moi, c'est que les consommateurs, quand on les chope, ça doit être quelque chose de totalement dépénalisé, à mon avis. Ça ne sert à rien de mettre un consommateur en tôle, c'est complètement idiot. La réponse pour les consommateurs, elle doit être une réponse médicale. En fait, ce sont des gens qui sont déjà en train de subir un châtiment de par leur propre situation. C'est idiot de s'acharner. Et alors, je vais revenir un peu sur les ghettos, etc. Mais si demain vous légalisez le cannabis ou l'encadrez, etc., strictement, est-ce que vous n'avez pas peur que finalement d'autres trafics se créent dans les banlieues dont on parlait? Alors, je vais vous répondre. D'abord, la question de la légalisation du cannabis, elle est déjà derrière nous. La République fédérale d'Allemagne vient de régler la question. Pays-Bas, Espagne, Allemagne, c'est terminé. D'accord. Cette question est terminée. D'accord. Deuxièmement, l'autoproduction de cannabis a réglé la question aussi. Ce qui reste aujourd'hui à traiter, c'est comment on accompagne un mouvement inéluctable où nous sommes les derniers de la glace, parce qu'au lieu d'avoir une posture pragmatique, pénale, sécuritaire, répressive, ce qu'on veut. J'allais dire sérieuse, en fait. Nous avons un espèce de truc dont c'est une espèce de posture morale, à la moraline, comme on disait dans le temps, qui n'a aucun intérêt et aucune efficacité. Et qui est ridicule, que ce soit pour les répressifs ou pour les dépénalisateurs. Mais c'est ça, à un moment, il y a un principe de réalité. Deuxièmement, qu'est-ce qu'on sait de ce qui s'est passé ailleurs? C'est-à-dire que, y a-t-il déjà des consommateurs d'héroïne? Oui. De cocaïne, oui. Est-ce que la consommation a progressé? Non, elle a plutôt régressé. Parce que les campagnes de prévention montrant ce que c'était qu'un héroïnomane, alors qu'un cocaïnomane, c'est très particulier, mais héroïnomane. Il nous reste un vrai problème, c'est le crack. Le crack, il y a un seul moyen de s'en sortir, parce que personne ne peut sortir du crack. Le niveau d'addiction de cette substance est incroyable. C'est une drogue. Il suffit d'une fois, vraiment. C'est super dangereux. C'est incroyable. C'est l'injonction thérapeutique ferme. C'est-à-dire un processus où on ne jette pas les gens d'un jardin à un autre, d'un mur à un autre, d'un espèce de truc, en étant fiers. On les enferme alors On les oblige à un processus d'injonction thérapeutique lourde, parce que ce sont des dispositifs sanitaires qui existent. Il existe déjà l'injonction psychiatrique, on peut faire une injonction thérapeutique. Pourquoi? On n'est plus soi-même quand on est addict au crack. C'est un intérêt pour la personne et pour la société. Oui, mais qui existe déjà. C'est même pas une question de fermeté, c'est une question de la personne. C'est une question de non-assistance à personne en danger. La personne ne peut pas arrêter le crack. Oui. Donc qu'est-ce que vous faites? Vous êtes obligé de mettre cette personne dans une structure médicale. La protéger d'elle-même et protéger les autres. Et ça, c'est une des grands mystères de l'incapacité de l'État à assumer des responsabilités dont le Code de la santé publique prévoit qu'elles sont possibles et qui ne sont pas anticonstitutionnelles. Je précise, c'est important de rajouter que ce n'est pas une atteinte aux libertés. Et cependant, dans d'autres domaines, l'atteinte aux libertés, c'est open bar. C'est une autre affaire. Voilà. D'un côté, c'est open bar et de l'autre, je pense qu'on peut résoudre des vrais problèmes qui sont là. Ensuite, y aura-t-il un phénomène de transfert? En fait, le phénomène de transfert, il va se traduire sur l'augmentation du THC, c'est-à-dire le taux de tétrahydrocannabiol. Il se trouve qu'il est déjà l'intensité de la drogue. Il est déjà à un niveau jamais atteint dans la propre production des gens chez eux, qui leur baignoire, leur jardin. Ouais, on est passé de 1,5, 2, 5 à 15, 20, 25. C'est ça. Donc en plus avec la Sinsebila, etc. Pour vous, c'est trop tard cet aspect THC. Il se trouve que quand c'est... Moi, j'ai écouté, une politique de prohibition, ça provoque quoi d'habitude? Ça provoque une raréfaction du produit, une baisse de la qualité, une augmentation des prix. Quand on a une baisse des prix, une augmentation de la qualité et un produit qu'on n'a jamais trouvé aussi facilement, c'est que votre politique ne marche pas. Alors on peut faire, continuons quand même, accélérons et rentrons dans le mur en faisant plomb-plomb, ou on en change. Quand vous légalisez, le truc fait maison est dégueulasse et beaucoup trop dangereux, mais les gens ne sont pas débiles, ils ne vont pas l'acheter. Vous connaissez, je vais vous le dire différemment. Maintenant que l'alcool est légal depuis quand même un petit moment dans ce pays, est-ce que vous connaissez beaucoup de gens qui achètent de l'alcool de contrebande ou qui en produisent? Je vous pose la question sérieusement. C'est simple, ça n'existe pas, ou quasiment pas. C'est un truc complètement anecdotique. Ils le produisent chez eux, mais c'est des bouilleurs de cru. Mais c'est rarissime. Attendez, c'est important. C'est important de souligner ça. Quand vous légalisez le truc, les gens ne sont pas débiles. Ils ne vont pas continuer à aller se fournir dans une économie clandestine. Pourquoi? Parce que tout le monde est au courant que quand le produit est la version légale et non pas la version clandestine, c'est un truc qui va être de meilleure qualité. Mais vous avez raison sur un sujet. Et moins dangereux. Vous avez raison sur un sujet. Il va falloir recycler 300 000 personnes qui ne vivent que de ça. Oui, justement. Donc et ça, c'est pas un sujet de lié trafic. À l'insécurité. Mais non, parce que la consommation ne résout pas le problème. Parce que les consommateurs traditionnels vont continuer à consommer traditionnellement, ceux qui le font à la maison, et ceux qui auront l'acheté au bureau de tabac ou ailleurs, à la pharmacie, je ne sais pas. Aux États-Unis, c'est des pharmacies. Ça s'appelle, c'est assez drôle, au Colorado, où ça a été légalisé. Il ne s'est pas provoqué. La seule chose qui a été sentie au Colorado depuis
légalisation par référendum, c'est l'augmentation du nombre d'accidents de voiture par des gens qui étaient à la fois sous et sous inhibition cannabique. Voilà, ça c'est vrai. Il n'y a pas de photo, c'est indiscutable. Le reste, transfert non. Mais on ne va pas l'interdire à tout le monde pour ceux. Ouais, on ne va pas interdire l'alcool à cause de ceux qui sont bourrés au volant. On devrait peut-être. Moi je ne pense pas. Mais voilà, vous comprenez ce que je veux dire. Donc si on le traite comme le reste, on le traite. Au lieu de dire qu'on le traite, on le traite. Parce qu'on traite du tabac, c'est une des politiques publiques qui fonctionne dans ce pays. On le traite pour l'alcool, c'est une politique publique qui est dans ce pays. On peut le traiter pour le cannabis comme une politique publique de santé publique, ce qui n'empêche pas la dimension pénale. Sauf qu'on la réoriente sur les gros trafiquants qui, du coup, vont être d'ailleurs en situation très compliquée. Et là, il va y avoir un sujet social. C'est toute cette économie souterraine et parallèle du trafic qui va être asséchée. Et là, on a un sujet, et vous avez raison, ce sujet n'est pas secondaire. Parce qu'on passe pas rapidement de l'illégal au légal et de l'argent facile à aller bosser. Il y a un vrai sujet et il va falloir le traiter. Mais ce n'est pas un transfert de stupes qui va avoir lieu. C'est une problématique de comment on passe... De sous-emploi, en fait. De sous-emploi. Ouais, ça, dans ces ghettos dont on parlait, souvent, qui sont alors, alors on peut être assez surpris d'ailleurs de voir, parce que moi je vois d'où viennent les gens qui sont poursuivis en matière de stupes. J'ai l'impression que le ghetto se transforme plutôt en petite villa sympa de la partie pas la moins désagréable du quartier. Les moyens, parce que l'ampleur du trafic permet des facilités. Et d'ailleurs, vous le voyez bien dans les arrestations et les interpellations, vous regardez le lieu de résidence ou le lieu d'interpellation. On a des surprises. C'est pas le Haut-Montreuil. Voilà, juste, c'est pas le Bagrigny. Attendez, je voudrais très brièvement, pour compléter là-dessus, mais c'est vraiment 3 phrases, 3 remarques. 1, quand vous constatez qu'on a un problème de gens bourrés au volant, on n'interdit pas l'alcool, on interdit et on punit le fait d'être bourré au volant. Pour moi, c'est pareil pour le cannabis, il faut simplement sanctionner l'abus. D'accord. Pour le reste, pour moi, ça doit être légal. J'en profite pour soulever une question qui est celle de l'hygiénisme. Je vais être parfaitement clair. Les substances addictives, du moment que je ne suis pas dans un excès qui nuit à d'autres personnes que moi-même, j'ai le droit de consommer ce que je veux. D'accord. Y compris des trucs que d'autres personnes réprouvent. Vous voyez ? Et donc, en fait, ça vous regarde, vous, ce que vous inhalez, ce que vous injectez, ce que vous consommez, etc. Ça regarde la société à partir du moment où vous causez tort à autrui du fait de votre surconsommation. Et ça me paraît important de le souligner. Il y a un enjeu de liberté individuelle par rapport à une tendance lourde hygiéniste ces dernières années, en France et dans d'autres pays. Qui ne concerne pas trop finalement le cannabis, et plutôt vers la légalisation. J'attire l'attention des gens qui nous regardent sur ce problème-là qui, à mon avis, est croissant, c'est-à-dire qu'il y a une tendance lourde de notre classe politique dirigeante, au fur et à mesure qu'ils ont de moins en moins la main sur ce qui se passe au niveau macro, à réglementer de plus en plus ce que nous allons faire de nos propres vies quotidiennes. D'accord. Et donc, il faut faire attention à ça. Je ne suis pas du tout libertarien, hein, ce n'est pas le sujet, mais simplement, il faut faire attention quand même à ce que, surtout dans le contexte de pandémie, à ce qu'on ne prenne pas une habitude hygiéniste de surréglementation de nos vies individuelles. Dernier point, donc, on a un problème en fait de chômage massif des jeunes de banlieue. Et donc, en fait, on tombe sur un sujet qui n'a rien à voir avec le sujet insécurité, enfin pas de rapport direct, c'est simplement la question, qu'est-ce qu'on fait pour le chômage des jeunes qui n'ont pas la peau blanche en France ? Et ça, c'est un autre sujet, mais en fait, c'est celui-là. D'accord. Voilà. Alors là, quand on parle du cannabis... Mais c'est absolument pas un motif valable pour garder le cannabis illégal, on est d'accord. Alors juste à vous écouter, donc ça serait une solution, notamment pour faire peut-être diminuer quelque part... ça désencombrerait la chaîne pénale déjà. Mais alors, ce que je veux vous dire, c'est que bon, même si vous n'êtes pas exactement d'accord sur le constat, sur l'insécurité, etc., vous le dites chacun avec vos mots, que ce soit pour... quelles sont vos solutions, soit pour faire baisser réellement l'insécurité, soit pour faire diminuer, pour vous, le prisme de l'insécurité, ou le climat d'insécurité, pour reprendre le terme aussi Alain Bauer. Donc comment on fait aujourd'hui pour lutter contre l'insécurité, ou du moins contre cette impression d'insécurité qui est reflétée par les médias et par l'agressivité ambiante ? Alors, d'abord, les médias et l'agressivité ambiante, ils ne sont pas des éléments de l'insécurité. Ils sont des éléments qui sont des causes qui permettent d'imaginer que la violence, moi l'insécurité, j'utilise toujours pas ce mot, la violence est un élément qui devient plus prégnant qu'avant et qui a inversé une courbe quasiment millénaire sur une période relativement courte. Donc c'est pour ça qu'on le ressent et qu'on le vit différemment. Pour moi, il y a le réel connu et le réel vécu. Le réel vécu est une réalité. Je ne la mets pas en cause. Quand quelqu'un me dit qu'il a peur de la violence, qu'il a été agressé oralement, je ne dis pas que ce n'est pas vrai. Parce que je n'ai pas la même hiérarchie que lui. J'écoute ce qu'on me dit. Et je dis, donc c'est vrai, donc c'est grave, et donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Bon, ça, c'est la première partie. La deuxième partie, c'est que pour répondre à ces questions, je crois qu'il y a 2 sujets.
Ce qu'on sait en matière de... on va parler du statut des criminels. On a parlé des victimes, on a parlé du climat, on va parler des criminels. Qu'est-ce qu'un criminel? Un criminel ne le devient pas la première fois. La première fois, on regarde si c'est une erreur, un moment d'inattention, une tentative de tester l'autorité. Voilà. Et on est dans ce test permanent. Et donc, on sait aujourd'hui que sur 100 auteurs, primo-auteurs, d'une infraction, je ne parle pas d'une infraction, 65 ne recommenceront jamais. Parce qu'on leur dit qu'il ne faut pas le faire. Parce que le père, la famille, l'éducateur, l'État... Oui, on a un proverbe en français pour ça. Il faut que jeunesse se passe. L'État va dire pas 2 fois. Et c'est fini. Voilà. 65%. Sans que rien ne se passe. Si ce n'est la pression sociale de l'environnement immédiat. L'ennui, c'est que ceux qui recommencent, parfois, le font énormément. Je vais y arriver. Il en reste 35%. Voilà. 30% recommenceront au moins une fois, mais pas beaucoup plus. Et à cela, il faut une réponse adaptée qui passe aussi par la menace, la sanction, quelque chose. Et 5% produiront en moyenne, compensés, alors ça va de 35 à 70% de l'activité criminelle, sont des hyper-productifs. Alors qu'est-ce qu'on fait contre eux? Ceux-là vont devenir des professionnels quelque part. Parfois, ils auront une carrière criminelle. Ils ont une carrière criminelle. Le problème, c'est que notre système, il prévoit, le code pénal français est formidable. C'est prison pour tout et pour tous, donc pour personne, parce que ça ne marche pas. Et ensuite, c'est absolument alternative aux poursuites, plus alternative aux peines, plus non-application. Donc le système est formidable, puisque quoi qu'il arrive, le fait d'arriver, in fine, à se faire condamner à quelque chose et à effectuer ce à quoi on a été condamné, quelle que soit la condamnation, relève quand même de l'exploit. Alors ça n'est pas que la justice est laxiste, ce n'est pas vrai. Elle est extrêmement punitive, brutale. Elle n'a jamais condamné autant de gens à des peines aussi lourdes. Mais elle le fait avec une lenteur invraisemblable. Donc pour vous, c'est la lenteur de la justice et pour non moi, son laxisme. Je suis pour le rétablissement d'une justice rapide, de très courte peine, pour casser le process criminel. Je pense que l'erreur, donner une chance, je trouve ça très normal. Toujours une chance. Toujours. Mais en matière de violence physique, et je précise bien en matière de violence physique, pour moi, la sanction doit être rapide, immédiate, courte, pour casser le process criminel. C'est-à-dire pour casser la courbe, l'échelle de progression, et surtout en évitant la prison au sens de l'enfermement dans une prison école du crime, c'est ça, on peut se raconter tout ce qu'on veut. Hein. Si la prison sert à la réinsertion, moi je suis Madame Irma. Pour vous, la sanction, pas de prison, mais... Non, un centre éducatif fermé, une isolation du truc, une démonstration que non, tu n'auras pas de téléphone. Non. Un centre éducatif fermé, c'est un peu l'équivalent d'une... Non, parce qu'on n'est pas à la prison, on est dans un univers de pairs, on est dans un dispositif, mais ça peut être 2 jours en caserne, 2 jours chez les pompiers, en réparation, mais pas 6 mois plus tard, pas 2 ans plus tard, la semaine d'après. Et je pense qu'on peut gagner sur ces 30% qu'on ne maîtrise pas bien, le fait de passer de 65 à 84. Ensuite, il y en a 5% qui iront en prison. Parce que c'est leur place. Parce qu'ils sont des dangers pour la société et pour eux-mêmes. Le drame, c'est qu'en France, on mélange dans les motifs du passage à l'acte, le besoin, l'envie et le plaisir. Le besoin, je vole pour vivre, Jean Valjean, ma violence, c'est une violence contre la société. C'est la violence qui ne me permet pas de vivre. C'est la violence qui nous a permis, la violence du progrès. Ça nous a permis de passer du statut de sujet à celui de citoyen. C'est une saine violence. Ensuite, il y a l'envie. Là, le débat est un peu plus compliqué. Je fraude, je vole une voiture parce que j'ai qu'un vélo, les transports sont trop chers, je vole dans les magasins parce que je veux de la marque, etc. C'est du vol de confort. C'est un problème de rééducation. De rééducation. Ça s'appelle éducation. Ensuite, le plaisir, je suis un violeur et un assassin, j'aime la violence, j'aime la torture, j'aime le machin, je suis un danger public, je dois être isolé. C'est cela pour vous qui doivent être en prison. Et bien, si on s'occupait de ces 5%-là, on serait épaté de voir à quel point le climat d'insécurité et de violence changerait de nature. Le problème, c'est l'éparpillement général, où on essaye de suivre tout le monde tout le temps, c'est valable pour le cannabis, comme on le disait. Quel intérêt de s'occuper des consommateurs? On s'en contrefout. Le problème, c'est les dealers. Donc, alors le dealer, tu occupes le territoire jusqu'à plus soif. L'occupation du territoire, c'est une reconquête sociale, et pas seulement pénale, de l'espace urbain. C'est rendre l'espace urbain à ceux qui les habitent. C'est permettre aux habitants des banlieues, qui sont les otages de cette affaire. Ce ne sont pas des complices. Etc. Oui. Et alors, juste... c'est un processus de reconquête, au sens
sein du terme, oui. Républicaine, comme on disait, mais c'est un processus qu'il faut assumer jusqu'au bout. Ça nécessite peut-être beaucoup de moyens, mais surtout ça les reconcentre. Ça ne nécessite pas d'en faire plus, ça nécessite de les redisposer et pas faire de l'éperpillement et du saupoudrage. Donc je ferai ça. Rien de plus, mais une application stricte et rapide d'un dispositif visant à casser les processus criminels, à reprendre le contrôle des territoires, pas avec plus de moyens, avec mieux de moyens. Qu'est-ce que vous pensez de ça alors Thomas Guéneret, justement de ces mesures Oui, puis il y a plusieurs choses, à mon avis, à faire, effectivement. Donc je ne contredis pas, là, je complète. C'est ce qu'on a fait d'ailleurs pendant quasiment toute la discussion. Oui, on a apporté des regards différents. Oui, tout à fait. Il y a des points d'accord, et puis l'essentiel de la discussion, on a apporté des regards complémentaires, parce qu'effectivement, vous comme moi, à l'évidence, on n'a pas particulièrement d'adhésion au principe du débat qui serait un match de catch. Voilà, on est à une discussion sérieuse. Et quand on a une discussion sérieuse, donc les regards sont généralement complémentaires et pas caricaturaux. Alors d'abord, sur les journaux télévisés, les faits divers, la surmédiatisation des faits divers, qu'est-ce qui peut endiguer ce problème-là, puisque c'est un problème, puisque ça fout la trouille à tout le monde. C'est un problème. Alors, à mon avis, on ne peut éviter ce problème que par une régulation. Et donc il y a deux possibilités. Soit vous confiez ça au CSA, voilà, en considérant qu'il y aurait des critères de surmédiatisation de quelque chose par rapport... Oui, d'accord. Oui, voilà. Ou alors vous confiez ça à une sorte de conseil de l'ordre des journalistes. Mais moi, je ne crois pas trop à la régulation des professionnels par les professionnels eux-mêmes. J'ai toujours l'impression qu'on confie la bergerie au loup. Enfin, voilà, je trouve que c'est pas très sérieux. Donc voilà, ce serait, à mon avis, la réponse. Et le CSA serait tout à fait capable de faire ça. Pas forcément par sanction. On a une espèce d'amour de la punition. On va tout de suite à la punition. Vous savez, ce qui terrifie encore plus les médias, je le dis parce que je l'ai vu de près, c'est des milieux dans lesquels j'ai travaillé. Ce qui terrifie les médias, et en particulier les grands médias audiovisuels, beaucoup plus qu'une sanction, c'est un rapport du CSA disant qu'ils ont fait de la merde. Parce que ça, en termes de réputation et de crédibilité de leur travail, c'est une catastrophe. Et là, vous visez qui ? Vous visez les chaînes d'information continue ? Vous visez également la PQR, tous les médias l'ensemble... C'est pas une forme de censure de dire non, on ne parle pas de ça Mais en fait, non, ça s'appelle la régulation. Toute régulation n'est pas une censure. Je veux dire, je sais pas, mais la régulation, toute activité professionnelle est régulée. Pourquoi les médias échapperaient à la régulation ? On ne vous empêche pas de dire ceci ou cela. Il y a simplement des règles déontologiques et puis des règles tout court à appliquer. Et les règles qu'on applique ou pas, elles dépendent d'un certain nombre de normes qu'on a, de normes de droit, de normes morales, de normes sociales, etc. Et ça n'est pas choquant. Attendez juste. Ouais. Ensuite... il y a, à mon avis, une question qui est plus large par rapport aux moyens. Il y a un énorme problème sur la totalité de la chaîne pénale. C'est-à-dire, pour la faire courte, on manque d'OPJ. Vraiment. On manque de moyens, oui. On manque de juges. On manque de greffiers et de greffières. Je pourrais vous faire la liste de tous les postes de la chaîne pénale. On manque vraiment de monde. Et de moyens même matériels. Vous voyez, en particulier du matériel informatique à jour, etc. Et donc, vous avez une chaîne pénale qui est en permanence embouteillée, simplement parce qu'on a un problème de manque de moyens. En plus de ça, et donc il s'agit de recruter davantage, beaucoup plus, dans tout le long de la chaîne pénale. Ce qui pose aussi une question d'attractivité des carrières, soit dit en passant, parce que pour aller être flic aujourd'hui, il faut vraiment le vouloir. En termes de rémunération, en termes d'image, etc. Et il y a un problème de surbureaucratisation de la chaîne pénale, c'est-à-dire que les règles, à force d'empilement, d'instabilité des lois qui sont boursouflées, vraiment énormes, à moitié illisibles, qui prennent des volumes qui deviennent complètement délirants, et où à chaque fait divers, vous avez des démagogues qui sont à tel ou tel ministère et qui vont vous dire on va changer la loi, parce que généralement pour la durcir pour rien, parce qu'on est déjà à des peines largement assez dures, et résultat donc, il faut faire un mouvement inverse qui est celui de la simplification du code pénal, de la simplification de la chaîne pénale, de la simplification du code de procédure pénale, de lisibilité, de facilité, de plus grande facilité pour l'ensemble des acteurs de la chaîne pénale. Je ne parle pas de facilité côté délinquant, bien sûr. Il y a, et là je me contente d'acquiescer, il y a le fait de remplacer la démagogie sécuritaire du plus de prison que moi tu meurs par des peines adaptées, graduées par rapport à quand c'est un primo-délinquant, parfois un rappel à la loi suffit, etc. Non, il y a vraiment une tendance lourde à condamner à de la prison, même quand honnêtement, des peines alternatives supérées. C'est pas un gros mot, peine alternative. Peine alternative, en fait, ça pose une question, et c'est là que je voulais en venir, et moi je conclurai là-dessus sur ce point-là, c'est que maintenant, avant, je ne pouvais pas dire ça dans le débat public parce que c'était quelque chose qui n'était pas audible. Mais maintenant qu'on a tous fait l'expérience des confinements, je peux le dire.
on a tous vécu le confinement, qui est, soit dit en passant, une peine de prison. Du strict point de vue du droit, c'est une assignation à résidence. Une assignation à résidence, c'est une peine de prison. Dans le cadre des confinements, nous avons tous été soumis à une peine de prison. Donc maintenant, nous savons tous collectivement ce que ça fait et nous voyons à quel point c'est difficile à vivre. Et donc, la prison n'est pas, même un an ferme, ça n'est pas rien de rester un an en prison ferme. Et donc, faut arrêter de traiter par-dessus la jambe la notion de peine de prison. C'est un truc grave, c'est un truc lourd, c'est un truc qui marque une personne. Ça doit être exceptionnel. Et donc, ça doit être réservé aux crimes et délits graves. Tous les autres, à mon avis, ça doit être des peines alternatives. Parce que, j'insiste là-dessus, il faut quand même s'en rendre compte, la prison rend fou. Il y a eu des rapports parlementaires, et puis même des rapports tout court, sur ce fait-là. La proportion de prisonniers qui développent des maladies mentales et que derrière on relâche quand ils ont fini leur peine est hallucinante. Et inversement, la proportion de schizophrènes. La proportion de malades mentaux qu'on met en prison, faute de savoir les mettre ailleurs, est aussi un élément qui perturbe beaucoup. Ce qui pose le problème absolument des services publics de psychiatrie qui est sous-financé, qui est en train de crever d'ailleurs. Thomas Ganello, vous êtes finalement assez d'accord avec Alain Bauer aussi sur le côté la prison doit rester une peine exceptionnelle pour un petit nombre de je vais vous le dire différemment. Pour moi, la prison, c'est pour les professionnels. Oui, c'est ça. Non, mais c'est de la violence. Voilà, ça recoupe un peu ce que disait. Absolument. Alors, il y a un dernier thème que je voudrais aborder très rapidement. Parce que là, voilà, on est où, on est à combien? C'est juste. On a explosé le chrono dans la souffrance. C'est juste sur le terrorisme. Est-ce que vous pensez, oui ou non, qu'il faut rapatrier les familles des terroristes qui sont encore parfois en Syrie, etc., détenus dans des camps? Est-ce que vous pensez qu'on peut les ramener en France? Et est-ce que vous pensez que ça... Alors, je sais que c'est un autre sujet, que c'est assez dense, mais est-ce que vous pensez que c'est un danger pour la sécurité en France à long terme de les rapatrier, ou est-ce qu'il faut les rapatrier ou non? Qu'est-ce que vous en pensez chacun? Moi, j'ai déjà expliqué à plusieurs reprises que, nonobstant ce qu'on pensait d'un point de vue moral ou social, la question du droit, la commission d'un délit se traite à l'endroit où le délit a été commis. Donc, le délit a été commis en France, ils sont complices d'un délit commis en France, ils sont poursuivis par la justice française pour un acte que seule la justice française peut punir, du genre sortie du territoire illégal, tentative d'aller sur un lieu, etc. Ils doivent être rapatriés et punis sur le territoire national. Ils ont commis des crimes aussi là-bas, c'est pour ça. C'est pas fini. D'accord. Deuxièmement, ils ont commis des crimes sur place, ils doivent être jugés par la justice locale, sauf qu'il y a un accord, ce qui arrive de temps en temps, entre la justice locale, donc soit syrienne, soit irakienne, soit je ne sais pas quoi d'ailleurs, en fonction des territoires concernés, parce qu'il y a aussi la partie kurde qui est un peu particulière dans son autonomie. Qui est indépendante de fait, qui est très autonome. Voilà, c'est ça. Et donc, il faut traiter avec la justice locale, mais on est puni à l'endroit où on commet le crime et délit. Je trouve particulièrement choquant, y compris pour des défenseurs des droits humains, qu'ils fassent fi du lieu de commission du délit. Je pense que c'est un vrai sujet. Quant aux enfants, afin d'éviter qu'ils deviennent particulièrement revanchards et en situation dangereuse du fait de, je suis pour qu'ils soient rapatriés et traités sur le territoire national. Parce que les enfants, mais pas les parents. Si, je précise, mais je ne suis pas pour séparer les enfants des parents. Je prends chaque catégorie de cas. Poursuivis en France pour des problèmes français, rapatriement parents et enfants. Poursuivis sur place pour des faits commis sur place, poursuite sur place et optionnellement récupération des enfants qui ne peuvent pas être gérés normalement dans une prison. Un enfant, ça n'a pas sa place dans une prison. Donc il y a d'autres parents, d'ailleurs, dans tous les cas, il y a d'autres parents, des Français qui sont partis là-bas, qui demandent leur retour et qui sont prêts à s'en occuper. Enfin, la troisième catégorie, c'est poursuivi, c'est les enfants nés sans état civil, c'est un sujet, parce que tu ne sais pas qui ils sont, c'est un vrai, c'est pas seulement simple cette affaire, dans un territoire que personne n'a reconnu, d'un État qui s'est autoproclamé mais qui n'existe pas, l'intérêt humanitaire est de gérer les enfants. Et puis il y en a qui sont des orphelins. Quand vous dites l'intérêt humanitaire, c'est quoi? C'est les rapatrier en France pour les... c'est qu'on ne va pas laisser des enfants... Alors qu'est-ce que vous en pensez justement, Thomas Guénolé? Moi déjà, je suis globalement d'accord avec ce que vous venez de dire, donc je ne vais pas répéter ce que vous avez déjà dit. Moi j'ai un questionnement, c'est de l'ordre de l'interrogation, c'est quand on a des Français qui demandent à être rapatriés, et qui, s'ils restent là où ils sont, risquent des peines,
auxquels, normalement, du point de vue du droit français, on ne doit pas être soumis. Donc, je pense en particulier à la peine de mort, ou à des choses comme ça. Est-ce que, dans ces cas-là, on ne peut pas imaginer un mécanisme judiciaire qui serait jugé et puni en France, même si le délit a été commis là-bas? Ça existe. Je dis, ces dispositifs existent. Ce mécanisme existe. Et dans ce cas-là... La France négocie l'abandon de la peine de mort et le jugement sur place, oui, c'est ça, ou le transfert sur le territoire, mais pas le jugement. Voilà. La peine s'applique sur le territoire national. Donc, ce sont des dispositifs de l'entraide internationale. Moi, c'est le cas quand même au rapatriement de ces cas-là. Dans ce cas précis, qui est qu'en fait, je pense effectivement. Dans tous les cas, même finalement. Oui, voilà. Je veux dire, dans tous les cas, vous préférez le rapatriement dans le sens où vous dites. Non. Même si. Non, mais je ne suis pas favorable au rapatriement dans tous les cas. D'accord. Parce que je respecte le choix, qui est un choix politique fort, qui a été fait par les adultes. On ne parle pas des enfants, bien sûr. Vous allez dans un autre pays. Vous commettez des crimes et des délits dans ce pays-là. Vous êtes jugé dans ce pays-là. Vous faites face aux conséquences de vos actes. Je ne suis pas choqué par ça. En revanche, si vous m'expliquez que vous allez être confronté soit à la peine de mort, soit, et le cas est possible dans certains coins du monde, à des justices barbares, quoi. Bon, dans ces cas-là, oui, je trouverais tout à fait compréhensible que la France, que les autorités françaises vous rapatrient ou trouvent n'importe quelle autre manière de vous éviter la peine de mort, la torture en prison. En fait, c'est des choses qui existent dans le droit français. Je ne suis pas en train de les sortir de mon chapeau. Ou le fait d'être dans des situations où la garantie d'un procès équitable, basiquement équitable, n'existe même pas. C'est tout ça. Et donc, à partir du moment où on me garantit que ces aspects-là, il n'y a pas de risque raisonnable que ça se produise, dans ce cas-là, que chacun prenne ses responsabilités là où il a commis des délits. Ça me quand même, voilà, parce que sinon, on est dans une forme en fait de néocolonialisme rampant que je trouve très malsain. D'accord. Voilà. Okay. Et puis surtout, de négation de la responsabilité des actes qu'on a commis. Je ne sais pas si ceux qui militent pour le rapatriement sont dans une démarche consciemment néocolonialiste. Non, les militants des droits humains qui sont pour le rapatriement, en fait, sont fondamentalement sur le fait de défendre les droits fondamentaux de ces personnes-là par rapport à la dangerosité partielle ou totale des systèmes judiciaires des pays en question. Donc, ils sont tout à fait sincères là-dessus. Et je viens de vous le dire, dans ces cas-là, moi, je suis totalement d'accord avec eux. D'accord. Voilà, bien sûr. Ok. Mais merci d'avoir discuté. Bon, finalement, écoutez, vous êtes plutôt d'accord, ce qui n'est pas non plus surprenant. Mais je veux dire, voilà, vous avez chacun, disons, une vision avec quelques nuances, avec des termes un peu qui sont les vôtres pour définir la réalité, même si ce n'est pas forcément la vie de valeur actuelle. De la ligne de valeur actuelle, c'était très intéressant. On ne va pas débattre contre gens qui sont d'accord. Exactement. Alors moi, je n'étais pas débatteur, j'ai plus intervenu. Le but, c'était de vous faire discuter entre vous, en tous les cas. Et merci d'avoir joué le jeu. Voilà. Avec plaisir. À la prochaine.